Ok, donc je vais commencer le cours si j'arrive à passer mes diapos. Donc, l'hématopoïèse myéloïde, rapidement, a un fort taux de renouvellement des cellules du système hématopoïétique, de la cellule souche jusqu'à la cellule mature, avec beaucoup de cellules produites par jour, 50-10 puissance 9 PNN produits par 24 heures, ce qui fait que l'hématopoïèse est sujette, mais comme beaucoup de cellules, à des mutations malignes et à une grande sensibilité aux agents toxiques qui peuvent créer certaines des leucémies. Vous voyez la maturation ici, ça commence par l'hémoblaste, qui est une cellule complètement indifférenciée avec plusieurs stades ensuite de maturation quand le progéniteur acquiert certaines caractéristiques, et notamment un noyau qui va d'une chromatine très fine devenir de plus en plus condensé jusqu'à devenir un polynucléaire neutrophile qui, lui, passera dans le sang. Très simplement, la physiopathologie de la leucémie aiguë myéloïde, d'une cellule normale, il va y avoir deux événements congéniques, un arrêt de la différenciation et puis ensuite un signal de prolifération qui vont aboutir à la cellule leucémique. Ces cellules leucémiques vont s'accumuler dans la moelle osseuse, comme vous voyez ici, par exemple, un envahissement médulaire par des cellules blastiques qui sont très caractéristiques par leur côté très gros, très immature. Noyau très immature, on le voit sur le côté violet clair avec une chromatine qui n'est pas du tout condensée. C'est une maladie grave. Si on prend la leucémie aiguë au global, la survie à 5 ans, elle est de moins de 30%. C'est plutôt une maladie de l'adulte âgé, si on peut dire ça, avec un âge médian au diagnostic qui va être entre 65 et 70 ans. C'est plutôt rare, hein, 3% 1000 habitants, donc forcément dans le service d'hémato, on en voit plein, mais ce n'est pas une maladie fréquente. Et finalement, c'est une maladie très hétérogène, puisque si on prend une survie sans rien distinguer, bah, effectivement, c'est 30%, mais la survie globale, en fait, elle va varier de moins de 5% pour des leucémies aiguës avec certaines caractéristiques à plus de 90% pour certaines d'entre elles. C'est très important de bien caractériser la leucémie aiguë myéloïde par ces facteurs pronostiques qui sont pré-thérapeutiques et post-thérapeutiques et qu'on va détailler pendant ce cours pour savoir quel va être le devenir de le patient et puis surtout comment on va le traiter. Je vais commencer par comment on le diagnostique et quels sont les facteurs pronostiques. Il n'y a pas beaucoup de signes cliniques dans la leucémie aiguë myéloïde. Il va y avoir souvent une altération de l'état général, notamment une fatigue, assez souvent également de la fièvre, mais ce sont des symptômes totalement non spécifiques de quoi que ce soit. On peut avoir bien sûr des signes en rapport avec les cytopénies, donc des hémorragies muqueuses, les fameuses bulles hémorragiques intrabuccales qui révèlent une thrombopénie qui est souvent inférieure à 20 giga par litre. Il peut y avoir des hémorragies plus graves, inaugurales, digestives, voire cérébrales. Il va y avoir un syndrome anémique avec une tachycardie, une dyspnée, une pâleur et une fatigue, mais ça reste assez aspécifique. Et puis, la neutropénie va entraîner des infections. C'est tout à fait fréquent d'avoir des infections inaugurales au moment où on diagnostique la leucémie aiguë myéloïde, qui peuvent être plus ou moins graves, qui peuvent aller d'une angine qui ne guérit pas à déjà une pneumonie hypoxémiante. Dans les leucémies aiguës myéloïdes, on peut avoir une certaine part d'infiltration tumorale, alors dans les organes lymphoïdes, bizarrement, comme la splénomégalie ou comme certains ganglions. Et on peut trouver des choses un petit peu plus curieuses, comme l'hypertrophie gingivale. On sait que les blastes aiment bien s'y mettre. Il y a des lésions cutanées aussi, et puis évidemment l'infiltration du système nerveux central avec des symptômes neurologiques comme l'anesthésie de la houppe ou bien d'autres symptômes, des syndromes méningés un peu atypiques, un peu bâtards, ou des douleurs neurologiques. Très souvent, il n'y a aucun symptôme et le patient fait un hémogramme pour une raison X ou Y. Et c'est sur cet hémogramme que l'on découvre des anomalies de la numération qui vont ensuite faire poser le diagnostic de leucémie dans le bilan de ces anomalies de l'hémogramme. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur l'hémogramme? Une anémie, bien sûr, une thrombopénie, une neutropénie. Si on a tout ça, ça fait une pancytopénie. Et puis, on peut aussi avoir la présence de blastes circulants, mais qui n'est pas obligatoire.
il y a plein de leucémies aiguës sur lesquelles on ne voit pas de blast circulant, notamment celles qui sont très pancytopéniques. C'est assez rare que ça se détecte sur une anémie seule, hein. Il y a quand même souvent une bicytopénie, même si elle n'est pas forcément majeure. Les autres signes biologiques et les autres bilans qui peuvent faire évoquer la leucémie, enfin souvent c'est quand même accompagné d'un hémogramme, c'est qu'il peut avoir un trouble de la coagulation, la fameuse coagulation intravasculaire disséminée, avec une consommation des facteurs de la coagulation qui vont entraîner une diminution du TP, un allongement du TCA et une diminution du fibrinogène. On va souvent retrouver un syndrome inflammatoire, soit lié à la pathologie tumorale en elle-même, soit lié à l'infection qui va l'accompagner. Les LDH sont souvent élevés, c'est un reflet de la masse tumorale, ça n'a pas du tout de caractère spécifique évidemment. Et puis sur un ionogramme sanguin, on peut aussi voir un syndrome de lyse spontanée. Qu'est-ce qui va nous montrer le syndrome de lyse? Eh bien, c'est tout ce qui va être relargué par la cellule lorsqu'elle est détruite spontanément. L'hyperkaliémie, l'hyperuricémie, l'hyperphosphorémie, l'hypocalcémie et une élévation de la créatinine, voire une insuffisance rénale aiguë qui en fait toute la gravité. Je ne vais pas trop m'étendre sur le syndrome de Lyse parce que je sais que vous avez des cours sur les urgences en hématologie et le syndrome de Lyse en fait partie. Comment on va diagnostiquer cette leucémie aiguë myéloïde? Quand bien même on aura une hyperleucocytose avec des blastes myéloïdes qui circulent, on va de toute façon effectuer un myélogramme. Donc en France, on fait des aspirations médulaires. En Europe, en général, on fait des aspirations médulaires au niveau du sternum parce que c'est très simple. L'anesthésie est rapide. C'est souvent tout à fait contributif. Il ne faut pas piquer dans le sternum si le patient a un antécédent récent ou même assez ancien de sternotomie pour éviter de jouer sur une cicatrice qui serait récente parce qu'il y a des remaniements de la moelle osseuse lorsque le sternum a été opéré. Et il ne faut pas non plus piquer dans le sternum les patients qui ont eu une irradiation, une radiothérapie à ce niveau-là, parce qu'il y a des remaniements de la moelle osseuse également qui pourraient fausser le diagnostic ou empêcher de faire le diagnostic. Dans ces cas-là, on les pique dans l'épine iliaque postérieure. Ce sont des gestes, quel que soit le lieu, qui sont quand même assez rapides et qui permettent de prélever de la moelle osseuse liquide. Peut-être que vous savez, mais aux États-Unis, il y a plutôt des biopsies osteomédulaires qui sont faites. C'est absolument pas typique en France, c'est pas du tout ce qu'on fait. En France, c'est vraiment cette aspiration médulaire qui va être l'examen clé de la leucémie aiguë myéloïde pour les diagnostics et bien sûr pour les facteurs pronostiques pré-thérapeutiques. Les blastes sanguins seuls pourraient parfois suffire, mais pour certains examens où on a besoin de faire de la culture cellulaire, qui sont parfois moins faciles à mettre en culture, donc il faut vraiment faire un myélogramme. Qu'est-ce qu'on va en faire de notre myélogramme? On va l'analyser, évidemment. On va commencer par une analyse cytologique, ce sont les frottis médulaires, c'est ce qui est le plus difficile à faire dans le myélogramme. Le geste en lui-même s'apprend assez facilement, mais il faut faire un beau frottis puisqu'il sera lu par le cytologiste qui nous fera le diagnostic. Il est coloré au May-Grunwald-Diemsa, comme les photos que je vous ai montrées, cette coloration qui donne des couleurs roses et violettes et du contraste entre le cytoplasme et le noyau qui permet de faire le diagnostic. On retiendra le diagnostic si on a plus de 20% de blastes et de myéloblastes dans la moelle osseuse. À quoi nous servent ces frottis? On va faire le fameux compte, il sera rendu en pourcentage, et puis il va permettre de faire une analyse cytologique des éléments médulaires, de la maturation des blastes, de la présence de Cordauer, qui est quasi pathognomonique d'une leucémie aiguë myéloïde, puisque quand on a des blastes très indifférenciés, on pourrait se poser la question entre du lymphoïde et du myéloïde. Et puis on peut aussi y voir d'autres anomalies, comme ce qu'on appelle des cup-like. Alors, je pense que vous voyez la flèche de mon écran, c'est cette petite partie un petit peu comme une coupelle que l'on voit ici. En fait, c'est une inclusion qui est cytoplasmique, mais qui déborde un peu sur le noyau et qui est associée à certaines formes de leucémie, comme celle avec des mutations NPM1 ou avec des mutations FLT3. Elle n'est pas spécifique non plus d'un type de mutation. Ici, je vous montre aussi un Cordauer. Donc, en fait, c'est des enzymes qui sont précipitées les unes avec les autres et qui forment ces petits bâtonnets rouges que l'on va retrouver dans le cytoplasme des blastes de leucémie aiguë myéloïde. Et on va aussi pouvoir mettre en évidence la dysplasie sur les lignées. Donc ça, c'est très important puisqu'on le verra tout à l'heure, mais dans les classifications, la leucémie avec signe de myélodysplasie, c'est une entité à part. La classification FAB que je vous ai mis à droite est évidemment une très ancienne classification maintenant des leucémies aiguës myéloïdes et n'est basée que sur la cytologie
et sur la différenciation du blast. Quand on part de 0, c'est la forme la plus indifférenciée, jusqu'à 7 et 6 qui sont des formes particulières. La LAM6, c'est l'érythroleucémie, donc différenciation érythroblastique. La 7, c'est une différenciation mégacaryoblastique. Ce sont des formes très rares et très particulières de leucémie. Mais si on va de 0 à 5, c'est la maturation du blast qui fait la classification. Dans les prélèvements que l'on va réaliser lors de notre myélogramme, on fera aussi un immunophénotypage des cellules leucémiques. Le principe de l'immunophénotypage, c'est la mise en contact d'antigènes qui sont présents à la surface des cellules blastiques avec des anticorps couplés à des fluorochromes. Un anticorps donné reconnaît un seul antigène. Et ça permet de mieux caractériser la leucémie que la cytologie seule sur des blasts indifférenciés où il n'y a pas de Cordauer, où il n'y a pas de myéloperoxydase. Ça peut permettre de retrouver des marqueurs myéloïdes, ce qui orientera donc vers une pathologie myéloïde et non lymphoïde ou l'inverse. Ça permet de mettre en évidence des cibles thérapeutiques. On a des thérapeutiques ciblées, par exemple, contre l'antigène CD33, mais encore faut-il qu'il soit présent à la surface des blastes pour pouvoir l'utiliser. Et puis, ça permet de mettre en évidence le profil de cette leucémie, éventuellement des marqueurs atypiques qui pourront ensuite servir pour la détection de la maladie résiduelle. Une fois qu'on aura traité notre patient, on voudra savoir s'il en reste et combien il en reste. C'est ce qu'on appelle des Leukemia Associated Immunophenotype, LAIP, qui sont utiles pour le suivi de maladies résiduelles. Comment ça se rend au cytomètre? Je vous ai montré un exemple ici. Donc, on met deux marqueurs sur la même fenêtre, on va dire, ici le CD34 et ici le CD19, et on regarde ce qui est exprimé. Donc ici, dans ce nuage rouge de blast, on voit qu'il y a une coexistence d'un marqueur d'immaturité qui est le CD34 et d'un marqueur lymphoïde qui est le CD19, ce qui peut arriver, ce qui est un marqueur aberrant donc, dans une leucémie aiguë, dans une cellule myéloïde. On va également prélever un tube pour l'analyse cytogénétique. On peut faire deux choses. Le karyotype, donc ça c'est l'analyse des chromosomes en eux-mêmes, qui nécessite des cellules qui vont être en mitose. C'est là où les cellules sanguines peuvent être insuffisantes. Elles font moins de mitose que les cellules médulaires. Pour un examen de qualité, il faut pouvoir analyser au moins 20 mitoses. C'est compliqué de rendre quand on voit l'anomalie dans une seule cellule. C'est majeur, hein, la cytogénétique, on en parlera juste après. Et puis, en cytogénétique, on peut aussi faire de la fluorescence par hybridation in situ, la FISH. Là, on cherche une anomalie particulière. Autant le karyotype va, lui, retrouver des anomalies, j'allais dire, un peu quelles qu'elles soient, avec des échanges de chromosomes ou des chromosomes aberrants supplémentaires. Autant la FISH, il faut savoir ce qu'on cherche, puisqu'on va mettre des sondes sur les chromosomes. Pour le coup, la cellule n'est pas obligée d'être en mitose. Et je vous montre un exemple ici de la translocation entre les chromosomes 8 et 21. Chacun est coloré par une couleur, une sonde qui va colorer un bout du 8, une sonde qui va colorer un bout du 21. Et normalement, ces deux signaux devraient être écartés si on n'avait pas la translocation. Et on voit ici, là où il y a les deux grosses flèches rouges, qu'on a des signaux qui sont proches, ce qui montre qu'un petit bout du 8 et du 21 ont été collés et que donc il y a une translocation 8-21 qui donnera un transcrit de fusion ensuite RONX1, RONX21 en biologie moléculaire. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la cytogénétique? Parce que c'est un facteur pronostic majeur dans les leucémies aiguës myéloïdes. Voilà tout un tas d'anomalies chromosomiques qui sont classées en groupe pronostic. Donc un groupe pronostic, c'est un groupe à risque de rechute. Il y en a 3. Le groupe qu'on appelle favorable, il y a peu d'anomalies dans le groupe favorable. Il y a la translocation 15-17 de la leucémie aiguë promyélocitaire, la translocation 8-21 et l'inversion du 16 ou la translocation 16-16 qui sont des équivalents qui forment à eux deux le groupe des leucémies qu'on appelle core binding factor et qui sont des leucémies du groupe pronostic favorable, moins de risque de rechute. Ensuite, on va avoir les anomalies qui sont défavorables. Donc, tout est listé. Donc, il y a notamment les anomalies d'I3, tout ce qui va être monosomique, les -5, les -7, les karyotypes complexes. Alors, en fonction des classifications, c'est supérieur ou égal à 4, supérieur ou égal à 5 anomalies, supérieur à 3 anomalies. En tout cas, il faut qu'il y en ait plus que 3. Les anomalies du 17, notamment le 17P, vont être aussi classées dans les défavorables parce qu'ils vont apporter la P53, le gène régulateur des tumeurs.
Et puis d'autres translocations qui vont impliquer par exemple le gène EVI1 sont de pronostic défavorable. Si on n'est ni favorable ni défavorable, on peut avoir soit un karyotype normal, qui est de pronostic intermédiaire, soit des anomalies sans signification particulière. Je vous donne par exemple la trisomie 8 que l'on retrouve, qui n'a pas de signification pronostic particulière. Ça donne vraiment des pronostics en termes de survie et de rechute qui sont très différents. Vous voyez ici la 15-17 et puis les inversions du 16, donc gros pronostic favorable par rapport à une inversion du 3 qui va avoir moins de 10 à 5% de survie à 5 ans. On va retrouver des anomalies cytogénétiques dans environ 60% des LAM. Ça veut dire qu'on a 40% de karyotype normal ou d'anomalies de pronostic intermédiaire pour lequel la biologie moléculaire va nous aider à affiner le pronostic. La biologie moléculaire, elle met en évidence de très nombreuses anomalies dans les leucémies aiguës myéloïdes. Ça a commencé depuis longtemps maintenant. C'est la frise chronologique que vous voyez là, avec les progrès de la technique de biologie moléculaire, il y a plein d'anomalies que l'on peut mettre en évidence, notamment maintenant avec le NGS. C'est presque rapide de mettre plein d'anomalies en évidence. Après, toute la question va être de savoir comment je vais me servir de cette information. Si on me dit que ma leucémie est mutée pour FLT3, est-ce que ça a une pertinence? Si on me dit qu'elle est mutée pour TP53, vous imaginez bien que ça a quand même une certaine pertinence, mais on peut me donner aussi des résultats comme des mutations de BCOR ou de GATA2 qui vont avoir moins de signification pronostique. Donc certes, on peut faire du NGS, mais certaines anomalies moléculaires vont être vraiment très importantes pour le pronostic, voire pour le traitement, puisqu'il existe des thérapies ciblées. D'autres vont plus permettre d'étudier des cohortes, de faire éventuellement des corrélations, mais ne sont pas forcément très utiles en pratique courante. Donc, qu'est-ce qui va nous importer en pratique courante dans la leucémie aiguë myéloïde? Eh bien, évidemment, tout ce qui est pronostic. Donc, par exemple, comme les mutations de NPM1, qui, si elles sont isolées, on y reviendra, sont de bons pronostics. Les mutations bialléliques du gène CEBP-alpha sont également estimées comme étant de bons pronostics. Elles sont beaucoup moins fréquentes que les mutations NPM1. NPM1, c'est 30% des LAM, CEBP-alpha, c'est 5% des LAM. Et il faut bien vérifier que cette mutation est biallélique, donc sur les deux allèles, puisque la mutation monoallélique de CEBP-alpha n'a pas de signification pronostique. Ça, ce sont deux gènes qu'on va rechercher. Et puis, il y a des anomalies moléculaires de mauvais pronostic, comme la duplication en tandem du gène FLT3, qui est aussi assez fréquent, environ 30% des leucémies aiguës myéloïdes. Il y a la duplication du gène MLL, qui est également de mauvais pronostic. La surexpression du gène EVI1, pas très fréquent, 5%, mais de très mauvais pronostic. Et puis d'autres mutations qui ont intégré plus récemment les classifications moléculaires des leucémies aiguës myéloïdes, comme les mutations de RUNX1, qui sont de mauvais pronostics dans les leucémies aiguës myéloïdes comme dans les leucémies aiguës lymphoblastiques, les mutations d'ASXL1 et les mutations de TP53. Vous voyez que la fréquence est peu élevée. On n'a pas une mutation très, très fréquente dans les leucémies. Certaines de ces mutations sont recherchées aussi parce qu'elles sont des cibles thérapeutiques. Donc le FLT3, la duplication en tandem, va être recherchée parce qu'elle est une cible thérapeutique et parce qu'elle est pronostique. Mais la mutation du domaine tyrosine kinase de FLT3, qui est présente dans 8% des leucémies aiguës myéloïdes à peu près, est aussi recherchée parce qu'elle est également une cible thérapeutique pour la thérapie ciblée, comme la midostaurin ou le gilteritinib. Les autres cibles thérapeutiques que l'on a actuellement dans les leucémies aiguës myéloïdes, ce sont les mutations du gène de l'isocitrate déshydrogénase, IDH1 ou IDH2, chacune d'entre elles possédant une thérapie ciblée. IDH1, c'est environ 7% des leucémies aiguës myéloïdes. IDH2, c'est 12%. Donc, ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas non plus complètement à la marge. Et puis après, l'intérêt aussi de certaines de ces mutations, c'est de pouvoir effectuer un suivi en maladie résiduelle, donc une fois que le patient sera traité et en rémission, et notamment le gène NPM1 qui reste stable à la rechute et pendant l'évolution des leucémies est un bon marqueur de maladie résiduelle. Un autre gène qui peut servir au suivi de la maladie résiduelle, c'est le gène WT1.
WT1, il est exprimé par les blastes, qu'ils soient malades ou pas malades, mais il est surexprimé par les blastes de leucémie aiguë myéloïde. Il y a à peu près 80% des leucémies aiguës myéloïdes qui vont surexprimer WT1. Ça n'est pas du tout pronostic, mais ça peut servir comme marqueur de maladie résiduelle si on n'a rien d'autre. Un petit focus sur la mutation de NPM1, puisque c'est une mutation qui est très importante pour ceux qui sont dans les services de leucémie aiguë myéloïde, je ne vous apprends rien. C'est le gène de la nucléophosmine. La nucléophosmine, c'est une protéine qui navette entre le noyau et le cytoplasme. Et la mutation du gène va produire une délocalisation de cette protéine. Elle devient essentiellement cytoplasmique. C'est muté au niveau de l'exon 12. Il y a environ, il y a plus de 40 variants différents décrits de cette mutation NPM1. Mais il y a 3 variants qui s'appellent A, B et D, qui sont les variants les plus fréquents, qui représentent 80% de l'ensemble des mutants de NPM1. Donc, on peut détecter tous les variants de NPM1, les 40 ou les plus de 40 sont détectables. Ils ont tous une valeur pronostique favorable s'ils sont isolés, c'est-à-dire non associés à FLT3, mais on ne pourra suivre en maladie résiduelle que les variants les plus fréquents, A, B et D. Cette mutation, comme je vous l'ai déjà dit, elle est retrouvée chez 30% des patients qui sont atteints de leucémie aiguë myéloïde. Elle va être augmenter cette proportion chez les patients à cariotype normal. Lorsque la cytogénétique est normale, on va retrouver jusqu'à 60% de patients dans les séries avec une mutation NPM1. Ça diminue avec l'âge. Plus le patient est âgé, moins il a de mutation NPM1 et moins on est sûr de sa signification pronostique. Comme je vous l'ai dit déjà, cette mutation a un pronostic favorable si la mutation FLT3-ITD, la duplication en tandem de FLT3 est absente, ou bien si elle est présente à un faible niveau. Ici, pour illustrer ce que je vous raconte, les mutations NPM1 sans FLT3 versus les autres génotypes, c'est une courbe de survie. On voit bien qu'ils s'en sortent quand même beaucoup mieux que les autres génotypes, même si c'est un aperçu assez grossier puisque les autres génotypes sont tous groupés. Petit focus aussi sur les mutations de FLT3 qui sont également très importantes dans le diagnostic des leucémies aiguës myéloïdes. C'est le gène FMS-like tyrosine kinase gen 3. Il code pour un récepteur tyrosine kinase. Il est donc muté dans 30% des leucémies aiguës myéloïdes. Pour ce qui est de FLT3 et TD, c'est donc une duplication interne en tandem de la partie juxtamembranaire. C'est le plus fréquent, c'est les fameux 30%, et c'est de mauvais pronostics. Donc la mutation, ça c'est le FLT3, le récepteur normal. Quand on lui met son FLT3 ligand, il dimérise. Et puis il y a sa cascade derrière qui aboutit à la transcription de gènes de prolifération et de survie. Et lorsqu'il est muté, ici dans son domaine juxtamembranaire avec cette fameuse duplication en tandem, eh bien, il est activé de façon constitutive et donc envoie en permanence un signal de prolifération et de survie. Je vous montre ici l'impact oui, pardon, je ne vous ai pas dit que FLT3 est exprimé en ratio. Donc, en fait, on va regarder le nombre d'allèles mutés par rapport au nombre d'allèles non mutés de FLT3 chez un patient. Et on pense que le pronostic est plus défavorable lorsque le ratio est supérieur à 0,5. Le ratio inférieur à 0,5 étant de valeur pronostique moindre. C'est ce qu'on peut voir ici en courbe de survie encore, ou en pourcentage de patients en vie. Ici, les patients qui ont un ratio allélique faible versus les patients qui ont un ratio allélique élevé. Effectivement, ce n'est pas tout à fait le même pronostic. Quant à la mutation du domaine tyrosine kinase en lui-même, elle est retrouvée dans 8% des leucémies aiguës myéloïdes, n'a pas de valeur pronostique, mais pourra être une cible pour la thérapie ciblée. NPM1 et FLT3 sont donc des anomalies qui sont fréquentes et qui sont souvent associées en fait, dans les leucémies aiguës myéloïdes. Et elles s'impactent, c'est-à-dire que le mauvais pronostic de FLT3 dupliqué va influencer le bon pronostic de NPM1 muté et vice-versa. Quand vous regardez ici la courbe de survie des patients, si on ne prend que NPM1 et FLT3, vous avez tout en bas les patients qui sont
FLT3 muté sans NPM1. Et vous avez tout en haut les patients qui sont NPM1 mutés sans FLT3 et au milieu ceux qui ont les deux. Donc en gros, on considère que NPM1 muté avec pas de FLT3, c'est favorable. NPM1 muté avec un ratio FLT3 inférieur à 0,5, donc considéré comme bas ou low, c'est favorable. NPM1 muté avec un FLT3 ITD avec un ratio élevé, ça devient intermédiaire. Et NPM1 non muté et FLT3 haut ratio, ça devient défavorable. FLT3 ratio inférieur à 0,5 sans NPM1, c'est intermédiaire. Avec tout ça, la European Leukemia Net fait des classifications pronostiques génétiques des leucémies aiguës myéloïdes qui prennent en compte la cytogénétique et la biologie moléculaire. Ces facteurs préthérapeutiques étant pour nous très importants ensuite pour la suite du traitement, pas forcément s'il n'y a pas de mutation cible pour la prise en charge initiale, pas forcément pour la chimiothérapie intensive initiale, mais pour ensuite savoir si on va vouloir allogreffer ou pas notre patient. On en reparlera quand on parlera de thérapeutique. Donc, dans les favorables, on va retrouver ce que je vous ai dit sur les translocations 8-21. Ça donne un transcrit de fusion qui s'appelle Ronixin, Ronix-101. Alors, je vous ai dit que Ronixin, c'est mauvais, mais quand il est mis juste à côté de Ronix-101, Ronixin, Ronix-101, ça, c'est de bons pronostics, c'est la translocation 8-21. L'inversion du 16 ou la translocation 16-16, mais à côté CBF-bêta et MYH11, c'est favorable. On a aussi évidemment la leucémie aiguë premier leucitaire qui n'est pas citée là, la mutation NPM1, comme je vous l'ai dit, sans FLT3 ou avec FLT3 low, et la mutation biallélique de CEBP-alpha. Dans les intermédiaires, NPM1, FLT3 élevé, FLT3 faible ratio ou pas de FLT3, les cytogénétiques normales. Et puis après, dans les adverses, ce que je vous avais dit déjà sur les karyotypes et les mutations de FLT3 haut ratio, RONX1, SXL1 et TP53. Sachant que c'est vrai que on va vous rendre très facilement et très vite NPM1, FLT3 et CEBP-alpha et peut-être un peu plus longtemps après RONX1, SXL1 et TP53, mais comme ça ne change pas forcément le traitement initial, c'est pas grave si on ne l'a pas tout de suite. Ça, c'était la classification génétique qui est pronostique, mais il existe aussi une classification OMS des leucémies aiguës myéloïdes. Et cette classification-là, elle est basée sur la clinique, la cytologie, elle est basée aussi sur la génétique. Mais celle-là, elle n'est pas pronostique, elle définit des entités. Donc, on a les leucémies aiguës avec anomalies cytogénétiques récurrentes, par exemple celle-ci, la leucémie aiguë premier leucitaire avec son PML RAR-alpha. On a la fameuse leucémie aiguë avec signe de myélodysplasie. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que la cytologie reste de toute façon majeure dans la leucémie aiguë myéloïde. Ces signes de myélodysplasie ne sont pas de très bons pronostics et peuvent donner lieu à un traitement particulier. Et puis, on a d'autres entités qui sont intéressantes à définir, comme les leucémies aiguës liées à un traitement antérieur. Donc, liées à un traitement antérieur, c'est les patients qui ont reçu de la chimiothérapie pour un autre cancer ou pour une autre leucémie, si jamais ça leur arrive d'en avoir deux dans leur vie, ou les patients qui ont reçu de la radiothérapie, ce n'est pas n'importe quel traitement antérieur. Et après, on a les LAM non spécifiés. Donc là, on retombe sur la classification FAB. Ils vont juste avoir un numéro. Le sarcome myéloïde, c'est la forme solide. Ça peut arriver d'avoir une forme solide de leucémie sans envahissement médulaire. Ce n'est pas hyper fréquent, mais il peut y avoir des leucémies aiguës myéloïdes. C'est ce qu'on appelle aussi des chloromes, qui sont purement tumorales. On ne retrouve pas de traces dans la moelle osseuse, mais ça peut donner par exemple une localisation cutanée pure ou bien une localisation osseuse pure ou pulmonaire pure, ça peut être un petit peu n'importe où. Et il y a des proliférations myéloïdes associées au syndrome de Down qui sont effectivement spécifiques aussi. Je vais vous parler un petit peu de maladies résiduelles pour que vous ayez la notion de ce que c'est. C'est quand même quelque chose qui va être très important et qui va certainement continuer à se développer dans l'avenir. Les facteurs pronostiques dont on vient de parler là, ce sont des facteurs qui sont préthérapeutiques.
Donc, tout ce qui va être au diagnostic, la cytogénétique, la biologie moléculaire, le fait d'avoir de la dysplasie, c'est pré-thérapeutique. Mais ensuite, on va traiter notre patient et on va vouloir quantifier ce qu'il reste. C'est ça qu'on appelle la MRD, la maladie résiduelle pour Miserable Residual Disease. C'est donc la persistance d'un petit nombre de cellules leucémiques résiduelles. Elles ne sont pas détectables au myélogramme ou sur le karyotype. Elles sont visiblement résistantes à la chimiothérapie au moins d'induction. Et ce sont elles qui vont être responsables des rechutes. On dit qu'au diagnostic d'une leucémie aiguë myéloïde, il y a environ 10 puissance 12 cellules leucémiques chez le patient. On lui fait une première chimiothérapie, l'induction, mettons, pour un patient qui serait jeune. Et puis, on regarde s'il est en rémission. Alors, vous voyez, la rémission complète, c'est là, en bleu clair. Donc, quand il est en rémission, il lui reste 10 puissance 9 cellules leucémiques. C'est beaucoup. Et c'est ça, la maladie résiduelle. Donc, la suite du traitement, le but de la suite du traitement, puisque notre patient est en rémission cytologique, il a un hémogramme normal, on reviendra sur les définitions tout à l'heure, et moins de 5% de base dans la moelle. Le but de la suite du traitement, ça va être d'arriver sur la ligne rouge. Ça, c'est ce qu'on voudrait, la guérison. On baisse tellement le nombre de cellules leucémiques qu'on arrive à 0. Ou au moins d'arriver à les baisser pour les contrôler si l'on peut. Cette maladie résiduelle, elle est plus ou moins importante. On peut se trouver là, dans cette zone un peu sombre, qui va être peut-être un petit peu difficile à détecter, ou on peut se retrouver là, dans une zone où on va la détecter, et forcément, plus on détecte de maladies, plus le risque de rechute est important. Et ça peut nous aider à poser des indications de greffe qu'on n'aurait pas forcément posées sur des facteurs pronostiques avant traitement. À quoi ça sert sinon? Ça sert aussi à déterminer chez des patients qui auraient les mêmes caractéristiques initiales cliniques, biologiques et génétiques en pré-thérapeutique, ceux qui vont moins bien répondre. Parce que si on prend même des patients qui sont LPM1, donc considérés comme favorables, on voit bien que même s'il y a que 60% de rechute, ça fait quand même 60% de gens qui ne rechutent pas, ça fait quand même 40% de gens qui rechutent. Donc c'est beaucoup. Donc on va vouloir déterminer qui sont ces patients. Donc la maladie résiduelle, évidemment, ne s'entend qu'en rémission complète. Si on n'est pas en rémission complète, ça ne sert à rien de chercher de la maladie résiduelle, il reste de la maladie tout court. Et c'est un facteur pronostic qui est très puissant et qui est complètement indépendant des facteurs pré-thérapeutiques à tous les stades, après l'induction, après la consolidation, après la greffe. Si on regarde les études qui s'intéressent à la maladie résiduelle, plus il en reste, moins c'est bon. Au diagnostic de la leucémie aiguë, nos cellules leucémiques, elles sont là, elles sont en rouge. Au cours du suivi de la maladie, ce qu'on va vouloir retrouver, c'est cette cellule, la rouge au milieu des violettes, qui sont la normale. Donc, le marqueur idéal, ça sera un marqueur qui est fréquent. Donc, possiblement, on pourrait le faire à beaucoup de patients atteints d'une leucémie. On préférerait qu'il soit spécifique de la tumeur pour ne pas mettre en évidence un traceur qui serait spécifique d'une pathologie rénale. Ça ne nous intéresse pas beaucoup. Et puis, il faut qu'il soit stable au cours de l'évolution de la leucémie parce qu'il y a des anomalies génétiques qui disparaissent et d'autres qui peuvent apparaître au cours de l'évolution de la leucémie. Donc, effectivement, ça ne nous permettra pas de faire de la maladie résiduelle pour éviter les faux négatifs. Et puis, pour le détecter, la technique idéale, elle doit être sensible pour éviter les faux négatifs. Elle doit être spécifique pour éviter les faux positifs. Il faut qu'elle soit reproductible. Il ne faut pas que chacun dans son labo détermine la maladie résiduelle. Il faut qu'elle soit standardisée pour que tout le monde dise la même chose. Et puis, si possible, il faut qu'elle soit rapide. Parce que si on sait au bout de 3 mois qu'en fait, notre malade il a une maladie résiduelle positive, ça peut compliquer. L'échelle de temps n'est pas la bonne. Nous, il faut qu'on puisse le traiter en temps réel. Donc, on ne peut pas attendre aussi longtemps. Donc, de quoi est-ce qu'on dispose comme marqueur? On dispose de ces fameux immunophénotypes associés à la leucémie qu'il faut donc déterminer au moment du diagnostic pour pouvoir les suivre en maladie résiduelle. Si vous essayez de les regarder, vous n'avez pas fait le phénotype au diagnostic et vous essayez de détecter un phénotype anormal à la rechute, c'est possible, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Vous ne saurez pas quel marqueur mettre. Donc, il faut vraiment le faire tout de suite. C'est applicable à beaucoup de leucémies, la cytométrie en flux. Il y a 80% de leucémies aiguës myéloïdes qui vont avoir, ou même plus, qui vont avoir un phénotype particulier.
La sensibilité, c'est-à-dire le nombre de cellules leucémiques qu'on retrouve en maladie résiduelle, ce n'est pas la meilleure. On va détecter en cytométrie en flux une cellule pathologique sur 1000 à une cellule pathologique sur 10 000 avec un cytologiste bien entraîné. C'est relativement spécifique de la leucémie. C'est plutôt stable à la rechute. On garde souvent le même phénotype, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a des anomalies qui peuvent arriver comme d'autres qui peuvent disparaître. Et pour le moment, la technique n'est pas complètement standardisée, même s'il y a un gros effort actuellement pour standardiser cette technique qui prend de l'ampleur. WT1, je vous en ai touché un mot tout à l'heure, il y a environ 80% des leucémies qui vont surexprimer WT1. Le problème, c'est que c'est une surexpression, donc les blastes normaux, eux aussi, ils expriment WT1. Donc toute la question va être de savoir si ce que l'on détecte, c'est un signal de blast normal ou un signal de blast pathologique, pas évident de faire la différence. Du coup, ça ne permet pas de diagnostiquer beaucoup plus qu'une cellule sur 1000. Ça n'est pas spécifique de la leucémie aiguë myéloïde. WT1, c'est un gène exprimé par tout un tas de cellules. C'est plutôt stable à la rechute et il existe une technique standardisée pour le mettre en évidence. NPM1, c'est un très bon marqueur de maladie résiduelle. Il y a 30% des leucémies aiguës qui l'ont, 50% dans les karyotypes normaux. On peut aller dans des profondeurs de détection très intéressantes, jusqu'à une cellule sur 1 million détectée par la maladie résiduelle NPM1. C'est spécifique de la leucémie puisque c'est une mutation, ce n'est pas une surexpression. C'est très, très stable à la rechute. Alors, ce n'est pas tout à fait 100% quand même. Et il y a une technique standardisée pour le détecter. FLT3 qui est fréquent, il n'y a pas de technique standardisée. Sa stabilité à la rechute est beaucoup moins importante. Donc, ce n'est pas un marqueur de maladie résiduelle. Et puis après, on va avoir tout ce qui est transcrit de fusion, donc la translocation qui donne le PML 15-17 qui donne PML RAR alpha, donc c'est 8 à 10% des leucémies, mais ça c'est parfaitement stable. Ça permet de détecter une cellule sur 100 000 en maladie résiduelle. AML1 ETO qui est le RONX1, RONX1T1, pareil, très bonne sensibilité, pareil pour les inversions du 16. Donc tout ce qui va être transcrit de fusion est un bon marqueur de maladie résiduelle. Et puis après, je ne l'ai pas mis dans le tableau, mais maintenant, on peut faire aussi du NGS. Donc, ça permet de détecter beaucoup de gènes mutés et donc de donner une espèce de profil de mutation de la cellule leucémique. Et ce profil de mutation va pouvoir être recherché en maladie résiduelle. Donc, le NGS, c'est une technique qui est intéressante, mais qui, pour l'instant, n'est pas du tout utilisée en routine pour faire, enfin, on peut utiliser en routine pour faire de la maladie résiduelle, puisque ça prend quand même un certain temps et ça reste assez cher. Peut-être que dans le futur, on pourra s'en servir. Donc, comment on choisit son marqueur en pratique courante? On diagnostique notre leucémie, on lui fait la cytogénétique et la biologie moléculaire, et puis on regarde ce qu'elle a comme marqueur. Évidemment, si elle a un transcrit de fusion, on va prendre ça comme marqueur de maladie résiduelle. Et puis, si elle n'en a pas, si elle a NPM1, on va prendre NPM1. Si elle n'a pas NPM1, on va prendre la cytométrie en flux ou éventuellement WT1. J'insiste beaucoup sur la maladie résiduelle, mais je crois que c'est quand même important. Si on regarde l'impact de pronostic de la quantification de la maladie résiduelle, on voit que le devenir des patients n'est pas le même en fonction de ce qui leur reste comme cellules mutées ou comme cellules leucémiques. Je prends ici l'exemple de NPM1, parce que j'arrête pas de vous dire que c'est un marqueur très intéressant et assez fréquent. Donc ici, ce sont des courbes d'incidence cumulée de rechute. Donc on compile les rechutes avec le nombre de malades. Chaque rechute est un petit escalier, une petite marche d'escalier. Et comme ça. Et vous voyez ici l'impact d'une maladie résiduelle qui a réduit de plus de 4 logs ou de moins de 4 logs. Donc, en bleu, ce sont les malades dont la maladie résiduelle a réduit de plus de 4 logs. Et évidemment, leur incidence cumulée de rechute est bien inférieure aux patients dont la maladie résiduelle n'a pas réduit de plus de 4 logs. Ça se traduit, cette incidence cumulée de rechute augmentée, par une diminution de la survie globale. Ils survivent moins bien parce qu'ils rechutent, évidemment. Et puis, ce qui a été très intéressant dans cette étude-là aussi, c'est de voir que les malades qui avaient une maladie résiduelle qui avait bien réduit après l'induction, finalement, quand on les allogreffait, ils allaient aussi bien que quand on les allogreffait pas. Et ça a permis de mettre en évidence un petit sous-groupe de patients qui ne bénéficiaient pas tant que ça de l'allogreffe, donc ce qui permet de réduire, pour le coup, la toxicité du traitement. Pour les LM, alors il y a une question, donc je vais la poser à tout le monde, qui demande si pour les LM IDH mutés, on peut aussi suivre le dosage du 2HG.
et si c'est considéré comme de la maladie résiduelle. En fait, le gène IDH, effectivement, il va donner du 2HG dans le sang ou dans les urines que l'on peut suivre, et c'est corrélé chez les patients qui sont IDH1 ou IDH2 mutés. Le taux de 2HG est corrélé à la quantité de leucémie, pour être un petit peu schématique. Ce n'est pas un marqueur de maladie résiduelle reconnu, et on suit peu la maladie résiduelle comme cela parce que ce n'est pas si bien corrélé que ça. C'est-à-dire que quand le 2HG diminue, effectivement, souvent les patients sont en rémission, mais la réapparition du 2HG n'est pas très bien corrélée avec la rechute ou avec la maladie résiduelle. Donc, on ne suit pas le 2HG classiquement en maladie résiduelle. D'autre part, la quantification du 2HG dans le sang ou dans les urines est faite dans certains centres spécifiques, mais n'est pas faite en routine partout. De rien. Donc, on va parler un petit peu de traitement, puisque j'imagine que ça vous intéresse aussi de savoir comment on va traiter les leucémies. Et de traitement, quel que soit l'âge. Pareil, je ne vais pas forcément rentrer beaucoup dans le détail. Vous avez eu des cours, vous allez avoir des cours de DES qui vous expliqueront en détail les schémas thérapeutiques, mais je vais quand même vous donner les grandes lignes du traitement du sujet FIT, du sujet UNFIT, qu'est-ce que c'est un sujet UNFIT, etc. Donc, dans l'évaluation préthérapeutique, il n'y a pas que la biologie qui compte, hein, il y a aussi d'autres facteurs qui vont compter pour savoir comment je vais traiter mon malade. Donc, évidemment, l'âge du patient va compter. Ce n'est pas pareil d'avoir 20 ans ou 90 ans. Je crois que je n'ai pas besoin de vous expliquer la différence. Et les comorbidités. On peut avoir des patients de 65 ans très en forme, sans aucune comorbidité, pas de pathologie cardiaque, ni rénale, ni hépatique, pas d'obésité qui est un facteur de comorbidité, pas, je ne sais pas, d'autres pas tabagiques, j'en sais rien, enfin des gens en pleine forme. Et puis on peut avoir un patient de 65 ans qui malheureusement a une cardiopathie ischémique grave, des stents, une petite insuffisance cardiaque, et ce n'est pas le même patient. Sa comorbidité va jouer sur le traitement qu'on pourra ou pas lui proposer. L'indice de performance, le fameux performance status selon l'OMS, est aussi important. Alors, plus important effectivement quand on avance en âge, puisqu'il est rare que les patients jeunes aient un indice de performance altéré de base. Ils peuvent être altérés par la leucémie, mais c'est différent d'un patient qui est altéré de base par son âge et par ses comorbidités. Comme je viens de vous le dire, il faut évaluer les fonctions rénales, hépatiques et cardiaques de nos patients, puisqu'un des traitements de la leucémie aiguë myéloïde dans le traitement intensif, ce sont les anthracyclines, qui sont cardiotoxiques et contre-indiquées en cas d'insuffisance cardiaque avec une FEVG inférieure à 50%. C'est souvent la barrière qu'on se fixe. L'anthracycline ne peut pas être administrée. On va aussi regarder s'il y a une atteinte extra-hématologique. En dehors du sarcome myéloïde tout seul, il peut y avoir une atteinte médulaire et une infiltration de la peau, des gencives, du système nerveux central. Ça ne changera pas forcément le traitement, mais ça peut changer la prophylaxie neuroméningée et puis la façon de surveiller le malade. Et si on envisage de faire une allogreffe, eh bien, on typera notre patient dans notre évaluation préthérapeutique, on lui fera son typage HL. On va identifier avec ça des facteurs de mauvais pronostic. Alors, quels sont-ils classiquement? L'âge supérieur à 60 ans est considéré comme un facteur de mauvais pronostic. Ce sont souvent des gens qui vont, plus on avance en âge, plus on a des cytogénétiques défavorables, moins on est muté pour NPM1, plus on a des signes de dysplasie dans la moelle osseuse qui sont associés donc à des leucémies de mauvais pronostic. Mais l'âge en soi, même indépendamment de tous ces facteurs qui sont associés, est un facteur de mauvais pronostic. L'indice OMS supérieur à 2, s'il n'est pas lié à la leucémie, est également un facteur de mauvais pronostic, et même s'il est lié à la leucémie quand les gens sont âgés. L'hyperleucocytose supérieure à 100 giga par litre est souvent associée, quel que soit le reste de la cytogénétique, à un risque de rechute élevé, sachant que ce n'est pas forcément un facteur complètement indépendant, puisque c'est souvent des patients qui sont aussi FLT3 dupliqués.
La leucémie aiguë myéloïde secondaire a des agents leucémogènes comme des toxiques, le benzène, comme la radiothérapie, comme la chimiothérapie, on en a parlé tout à l'heure, ou secondaire à une hémopathie préexistante, la transformation d'un syndrome myélodysplasique, la transformation d'un syndrome myéloprolifératif, c'est un facteur de mauvais pronostic et c'est aussi souvent associé à une biologie moléculaire et à une cytogénétique de mauvais pronostic. Et puis la classification génétique dont on a parlé. Initialement, quelles vont être les complications qu'il faut prendre en charge en urgence? Je ne les détaille que partiellement. Donc la leucostase pulmonaire ou cérébrale, donc c'est fréquent, c'est pas très fréquent. Ça arrive quand les patients sont hyperleucocytaires. Il n'y a pas une vraie barrière de l'hyperleucocytose, hein. C'est pas 30 gigas, c'est pas 50 gigas, c'est pas 100. Chacun l'a défini un peu dans les protocoles comme il le souhaite. Alors souvent, au-delà de 100, quand même, on est tous d'accord pour dire que c'est hyperleucocytaire. Mais on peut avoir une leucostase pulmonaire ou bien cérébrale avec des LAM avec moins de blasts. 50 000, c'est déjà beaucoup quand il y a une différenciation monocytaire. Parce que la taille du blast est telle qu'elle va jouer aussi. La leucostase, c'est lié au fait que les blasts sont en surnombre donc dans le sang et ont du mal à franchir des petits capillaires. C'est comme s'ils s'accumulaient un petit peu dans les petits capillaires, et notamment les petits capillaires pulmonaires et cérébraux. Qu'est-ce qu'on fait pour notre patient qui a un syndrome de leucostase? Il faut lui donner des corticoïdes, plutôt de la dexaméthasone, intraveineuse ou péros, 10 mg x 2, c'est pas mal. Et puis, il faut vite lui faire une réduction tumorale et on peut commencer par de l'hydroxyurée. L'hydroxyurée, c'est un bon traitement de réduction tumorale, mais il faut savoir le donner à forte dose. Un cachet d'hydréa chez quelqu'un qui a 100 000 blancs, je ne vous cache pas que ça ne va pas marcher. Donc, il faut commencer assez fort. Alors, on s'adapte un petit peu quand même à la blastose, hein, mais à 4, 6, 8, 10 cachets. Au-delà de 10, ça ne sert à rien d'aller beaucoup plus haut, ça ne marchera pas mieux. Mais c'est important de les cytoréduire. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme complication initiale aussi? On peut avoir un syndrome de lyse spontanée. On en a parlé un petit peu avec le risque d'insuffisance rénale aiguë. Si notre patient a déjà un syndrome de lyse spontanée, bien l'hyperhydrater avec du sérum physiologique, des hypouricémiants. S'il y a déjà un syndrome de lyse spontanée, plutôt du rasburicase, du Fasturtec que de l'allopurinol. S'il n'a pas de lyse spontanée, vous pouvez mettre de l'allopurinol. Et puis, ça peut aller jusqu'à l'hémofiltration ou la dialyse en réanimation si c'est inefficace. Il ne faut pas retarder cette prise en charge. La plupart du temps, les réanimateurs dialysent de façon assez précoce les leucémies aiguës myéloïdes hyperleucocytaires avec des signes de lyse spontanée pour éviter d'aller sur des insuffisances rénales qui ensuite se fixent. La CIVD inaugurale avec son risque d'hémorragie de thrombose, les deux sont possibles. Effectivement, les patients sont thrombopéniques avec des troubles de la coagulation. C'est vrai qu'ils ont peut-être plutôt tendance à saigner, mais c'est quand même pas rare de voir un patient qui arrive avec un AVC ischémique, pas forcément très gros, ou avec une phlébite ou avec une embolie pulmonaire liée à la CIVD. Il faut le prendre en charge immédiatement, le transfuser en plasma frais congelé, notamment si le TP est inférieur à 50% ou le fibrinogène inférieur à 1 gramme. Il faut le transfuser en plaquettes pour essayer de maintenir un seuil supérieur à 50 gigas par litre et traiter très rapidement la cause, donc la leucémie aiguë myéloïde, mais ça peut être un traitement de la cause par une cytoréduction à l'hydroxyurée, ça peut tout à fait marcher. L'héparinothérapie dans la prise en charge de la CIVD liée à une hémopathie myéloïde, elle est débattue. C'est un peu affaire de centre. Certains en mettent, d'autres n'en mettent pas. Il est bien évident que si votre patient a thrombosé, vous aurez plutôt envie de la mettre. S'il est en train de saigner la rage, vous aurez plutôt pas envie de la mettre. Mais parfois, on est un peu entre deux. Il a surtout une CIVD biologique très importante, mais il ne saigne pas et il n'a pas thrombosé. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup affaire de centre. Dans notre centre à nous, on ne met pas d'héparinothérapie si le patient n'a pas de thrombose. Et puis, bien sûr, toute infection, toute fièvre est à explorer et à traiter au diagnostic d'une leucémie aiguë myéloïde, même si le patient garde quelques polynucléaires neutrophiles sur son hémogramme, il y a une espèce de neutropénie qui est fonctionnelle parce que les blastes de cellules leucémiques vont libérer des cytokines qui empêchent finalement la bactéricidie des neutrophiles qui sont encore présents. Donc, hémoculture ECBU, scanner et bien sûr antibiotiques à large spectre sans attendre.
Voilà, je vous ai mis une belle petite radio d'un syndrome de leucostase pulmonaire. Alors ça, c'est typique, hein. Forcément, parfois, on n'a pas autant d'opacité floconneuse, mais on peut avoir un petit syndrome interstitiel un peu diffus. Alors, comment va-t-on traiter en première ligne un sujet jeune, donc on va dire inférieur à 60 ans, s'il n'a pas de LAM3, puisque la LAM3, la leucémie aiguë promyélocitaire, sera traitée à part. Donc en première ligne, s'il n'a pas de comorbidité, s'il est jeune, on va lui faire ce que l'on appelle une chimiothérapie d'induction. Donc c'est un traitement qui a visée curative, on n'essaye pas juste de lui prolonger sa survie, même si souvent c'est ce qu'on fait, on essaye de le guérir. C'est une chimiothérapie qui est dite intensive, qui va associer systématiquement un schéma de type 3+7, qui est basé sur la cytarabine, la racitine, 7 jours de perfusion IV continue, 100 à 200 mg m² par jour, très classiquement en France 200 mg par m² par jour. Et c'est associé à une anthracycline qui sera donnée sur 3 jours, 3+7. L'anthracycline, elle est donnée en bolus intraveineux, exclusivement sur voie centrale, puisque vous savez que les anthracyclines sont toxiques pour les veines périphériques et que l'extravasation donne des nécroses cutanées extensives qui, chez notre patient qui n'a pas de neutrophile, vont être compliquées à gérer. Donc, en France, on utilise essentiellement la donorubicine ou l'idarubicine. La donorubicine, elle va être dosée à 60 ou 90 mg par m² par jour. 90 mg par m² par jour, c'est le standard chez le patient jeune. Et l'idarubicine, elle est dosée entre 9 et 12 mg par m² par jour. Plus rarement, on utilisera la mitoxantrone à 10 ou 12 mg par m² par jour. Si c'est possible et si notre patient a des critères, on l'inclura dans un essai thérapeutique. Pourquoi? Parce que de toute façon, si c'est pour qu'il reçoive le traitement standard, autant qu'on puisse avancer sur la recherche clinique dans les leucémies aiguës myéloïdes. Donc, on aime bien les inclure dans les essais pour pouvoir faire des corrélations. Alors, il y a des essais qui vont leur permettre d'avoir une thérapie particulière et d'autres qui vont juste permettre de faire du recueil de données. Mais si le patient n'est pas réfractaire à la recherche clinique, c'est vrai que c'est bien d'inclure les patients dans les essais pour pouvoir avancer. D'autre part, on peut leur proposer une chimiothérapie intratécale. S'il y a une atteinte du système nerveux central, ça ne se discute pas trop. Et on peut en proposer une prophylactique s'il y a une hyperleucocytose supérieure à 100 Gb par litre. Donc ça, pareil, c'est assez théorique. Ce n'est pas forcément fait par tout le monde. De façon pratico-pratique, nous, souvent, chez les patients hyperleucocytaires ou qui présentent une atteinte extramédulaire, on va faire une ponction lombaire, au moins une, pour vérifier qu'il n'y a pas d'atteinte du système nerveux central, puisque ce n'est pas forcément très visible. Il y a des atteintes du SNC qui sont quasi asymptomatiques. Donc, on en fait au moins une. Bien entendu, avant de faire cette première ponction lombaire, on va attendre que notre patient n'ait plus de CIVD et qu'il ait plutôt réduit la blastose. Alors, pourquoi est-ce qu'on attend qu'il ait réduit sa blastose? En fait, ce n'est pas tant pour le risque d'ensemencer le LCR, qui, à mon avis, est une légende urbaine. Je ne crois pas qu'en mettant une aiguille de PL à travers un dos, on arrive à mettre des blastes dans le LCR et à faire pousser de la leucémie. Je crois que ça n'est jamais arrivé, mais bon. En revanche, c'est vrai que l'hyperleucocytose, elle est souvent assortie de troubles de la coagulation, même à minima. Donc, autant attendre que ce soit cytoréduit avant de faire la ponction lombaire. Quel traitement additionnel, en plus de ce 3+7, on pourrait proposer à notre patient? Il y a récemment 2 molécules qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché dans le traitement de première ligne des leucémies aiguës myéloïdes, donc de l'adulte. Il y a le gemtuzumab ozogamicine, le Mylotarg. Donc, le Mylotarg, c'est un anticorps monoclonal anti-CD33 qui est conjugué à de la calicamycine. Donc, la calicamycine, c'est une espèce d'anthracycline. Enfin, c'est une anthracycline, mais qui est extrêmement toxique. In vitro, elle va être jusqu'à 10 000 fois plus toxique que de la doxorubicine. Et donc, on ne peut pas la donner en IV comme ça parce qu'elle est trop cytotoxique. Donc, on la conjugue avec un anticorps monoclonal. Il faut que la leucémie aiguë myéloïde, bien sûr, soit CD33+, CD33 positive à l'immunophénotypage, parce que sinon, ça ne marche pas s'il n'y a pas la cible. Donc, une fois que l'anticorps couplé rejoint la cible, il est internalisé
dans le blast. Il y a une lise du linker qui relie l'anticorps et la chimiothérapie. La chimiothérapie est délivrée à l'intérieur du blast, donne des lésions du DNA et détruit la cellule blastique. En tout cas, c'est comme ça que c'est censé marcher. Dans son AMM, le Mylotarg est donné en association avec la chimiothérapie standard, donc avec un 3+7. Il est donné en dose fractionnée parce que sinon il est trop toxique, à la dose de 3 mg par mètre carré, à J1, J4, J7 de l'induction et à J1 de la consolidation. Dans les études, on a pu voir, parce qu'il y a des études depuis longtemps sur le Mylotarg, que c'est une thérapie qui va permettre d'augmenter la survie sans rechute et la survie globale, surtout des patients du groupe favorable, également des patients du groupe intermédiaire, mais qui ne fonctionnent pas chez les patients du groupe défavorable. Donc, on peut le donner aux patients supérieurs à 18 ans qui ont une cytogénétique non défavorable. Ici, le papier Princeps qui montre en bleu la courbe de survie des patients qui ne reçoivent pas le Mylotarg et en rouge la courbe des patients qui ont reçu le Mylotarg en plus de leur chimiothérapie d'induction et de consolidation. Je temporise un tout petit peu sur le Mylotarg à plus de 70 ans. C'est quand même assez toxique de faire l'association. Moi, j'aime beaucoup le Mylotarg, je pense que ça marche très bien, mais au-delà de 70 ans, c'est vrai qu'on va avoir un surcroît de toxicité. Donc, on préfère le réserver quand même à des patients de moins de 70 ans en association au 3+7. Ce n'est pas forcément vrai en rechute, mais en association au 3+7, c'est probablement mieux de ne pas le proposer aux patients de plus de 70 ans. L'autre traitement additionnel qui a reçu une AMM récemment, c'est la midostaurin ou Rydapt. Donc, la midostaurin, c'est un inhibiteur pankinase qui a montré son efficacité chez les patients qui ont une leucémie aiguë myéloïde avec une duplication du gène FLT3 ou une mutation du domaine tyrosine kinase du gène FLT3, donc ITD et TKD, en association au 3+7 dès l'induction, et puis pendant la consolidation, et ensuite en monothérapie en entretien pendant 2 ans. Ça se donne PEROS, c'est 50 mg x 2 par jour. C'est la courbe du papier qui a permis à ce médicament d'avoir une AMM, donc en bleu, les patients qui ont reçu la midostaurin, et en rouge, ceux qui ne l'ont pas reçue. Quelle est la place des autres thérapies ciblées? Parce qu'il en existe d'autres, notamment il existe d'autres inhibiteurs de FLT3 comme le gilteritinib qui a montré une efficacité en rechute. Il y a aussi le lestortinib, le crénolanib. Ils n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché en première ligne, donc on ne les utilise pas hors essai clinique. Le gilteritinib peut être associé au 3+7 dans un essai clinique de phase 3 qui est actuellement en cours. Il est donné versus la midostaurin qui est devenue le traitement de référence chez les patients donc midostaurin 3+7 versus gilteritinib 3+7. C'est un essai qui est actuellement en cours dans de nombreux centres en France, donc je vous en parle. Et pour ce qui est des inhibiteurs d'IDH, eh bien c'est pareil, ils peuvent être utilisés en rechute, en première rechute chez les patients qui sont non éligibles à la greffe ou en deuxième rechute chez les autres. Par contre, ils n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché en première ligne. Donc, si on veut les associer au 3+7, ça ne se fait que dans un essai clinique phase 3 qui est également actuellement en cours en France chez les patients qui sont éligibles. Et c'est 3+7 avec inhibiteur, ivosidenib pour les IDH1 et nazidenib pour les IDH2, il n'y en a qu'un pour le coup, et c'est versus placebo. Je ne sais pas si ça fait mieux, puisqu'évidemment, ça. Quels autres traitements peuvent être proposés? Récemment, il y a eu également le développement d'une molécule qui s'appelle le Vyxeos. Alors, c'est quoi le Vyxeos? En fait, le Vyxeos, c'est un 3+7 liposomal. Donc, on enrobe le donorubicine et la cytarabine qu'on donne classiquement en 3+7 dans une petite molécule de gras. Et on délivre ça aux patients à J1, J3, J5. C'est très joli, c'est violet. Et ça a montré que cela faisait mieux qu'un 3+7. Pardon? Bon, ce n'est pas une question. Oui, c'est violet. Ça a montré que ça faisait mieux dans les LAM secondaires à un traitement, ce qu'on appelle les thérapies related AML, ou dans les LAM associés aux myélodysplasie. C'est la courbe de survie que je montre ici. Ici, ça s'appelle le CPX 351, ça c'est son nom de molécule à l'essai, donc maintenant il s'appelle le Vyxeos.
Donc ici, le Vyxeos en bleu versus un 3+7 classique chez les malades de même groupe à risque, donc transformation thérapie relative, ou MRC. Donc effectivement, ça fait mieux. Ce Vyxeos, c'est vrai qu'il est utile. Il va permettre un gain de survie sans rechute. Par contre, en termes de survie globale, ce n'est pas très clair. Et le 3+7 dans du gras, ce n'est pas le même prix que le 3+7 classique. Donc actuellement, on le réserve à certaines indications particulières quand on va allogreffer le patient, parce qu'effectivement, gagner du temps pour pouvoir aller jusqu'à l'allogreffe, c'est intéressant. Après, c'est vrai qu'on peut un petit peu temporiser chez les patients qui n'ont pas de projet d'allogreffe. Faire un 3+7 classique, ça reste aussi quand même une possibilité, ou faire autre chose. Donc, on a choisi le traitement qui nous semblait le plus adapté pour notre patient jeune et fit, comme on dit. Et le but de ce traitement d'induction, c'est d'obtenir la rémission complète, la RC. On va donc évaluer en sortie d'aplasie notre patient. On essaye de l'évaluer pas plus tard que J45, parce qu'il faut quand même enchaîner un peu les cures de chimiothérapie. Et la définition de la rémission complète, comme vous le savez sans doute, c'est qu'il faut qu'il y ait moins de 5% de blast médulaire, évidemment pas de Cordauer, sinon même s'il en reste 35%, c'est que c'est des blasts de la maladie, et dans un frottis médulaire riche, parce que s'il n'y a pas 5% de blast mais qu'il n'y a rien dans la moelle, on ne peut pas vraiment conclure. Il faut qu'il ait une récupération hématologique pour être en rémission complète, plus que 1 giga par litre de polynucléaire neutrophile, plus que 100 000 plaquettes, plus que 100 gigas, pardon. Et il faut qu'il soit indépendant aux transfusions de globules rouges. Et puis évidemment, il ne faut pas qu'il lui reste une grosse localisation cutanée, sinon il n'est pas en rémission. Ça, c'est la définition de la RC. Il y a d'autres types de rémission. Il y a la rémission sans récupération plaquettaire, donc il a tout sauf des plaquettes supérieures à 100 gigas par litre. Et puis, il y a la rémission incomplète de l'hémogramme, donc il n'a pas de blast, il n'a pas de Cordauer, il n'a pas de localisation extramédulaire, mais il a des PNN ou des plaquettes inférieures à 100 gigas par litre. Est-ce que je pose la question que l'on me pose, est-ce que tous les patients ayant une radiothérapie ou de la chimio sont considérés par défaut comme une LAM secondaire au traitement, ou est-ce qu'elle doit avoir des caractéristiques particulières? Ben non, normalement, même un patient qui n'a aucune caractéristique cytogénétique et biologie moléculaire particulière, mais qui a eu de la radiothérapie ou de la chimiothérapie pour un cancer précédent, est considéré comme une thérapie relatée de leucémie aiguë myéloïde. C'est vrai que le fait d'avoir eu déjà de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, ça induit souvent d'autres anomalies, puisque ça induit en fait des cassures chromosomiques et donc des remaniements génétiques. Et on pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des leucémies aiguës myéloïdes secondaires. Ça paraît logique dit comme ça, mais ce n'est pas forcément des choses que l'on voit avec les techniques que l'on a actuellement. Alors est-ce qu'ils en ont et qu'on ne les voit pas? C'est possible. En tout cas, à partir du moment où ils sont traités avant, on les considère comme des thérapies relatives. Au global, notre patient, quand on va le traiter avec notre chimiothérapie d'induction, si on regarde le taux de RC, donc la vraie rémission complète, et puis RCP, RCI, on va arriver à mettre en rémission environ 70 à 80% des patients. Donc, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'est pas en rémission? Eh bien, on peut lui proposer une chimiothérapie de rattrapage. Elle est souvent non standardisée. C'est souvent une chimiothérapie intensive. Pour qu'un patient soit considéré vraiment réfractaire à la chimiothérapie intensive, la mode actuelle, c'est plutôt de faire 2 chimiothérapies intensives avant de le considérer comme réfractaire. On peut éventuellement lui proposer une thérapie ciblée si la première chimiothérapie l'a beaucoup altéré, ou le mettre dans un essai clinique de rechute ou réfractaire. Parfois, on fait des évaluations médulaires qui sont précoces, à J15 ou à J21, et s'il persiste un excès de blast supérieur à 5-10%, on peut faire un rattrapage précoce, mais il faut faire attention à la toxicité. Et le rattrapage proposé aux patients, donc la chimiothérapie intensive de rattrapage, ça va rattraper environ un patient sur 2 qui est en échec après cette chimiothérapie, cette première chimiothérapie intensive. Si le patient est bien en rémission complète après notre traitement d'induction et qu'il n'a pas acquis de comorbidité horrible au passage, on va poursuivre le traitement par la chimiothérapie de consolidation. Donc actuellement, les chimiothérapies de consolidation sont essentiellement basées sur la cytarabine, la racitine, qui est donnée cette fois-ci non pas en IVSE, mais en bolus et à haute dose.
on donnait 200 mg/m² par jour pendant 7 jours de suite à l'induction. Là, on va plutôt être sur 3 g/m² toutes les 12 heures à J1, J3, J5, ou dose intermédiaire, 1,5 g/m² toutes les 12 heures pour également 3 jours. Il y a un essai en cours qui cherche à montrer que la dose intermédiaire fait aussi bien que la haute dose à 3 g/m² est moins toxique. C'est probablement vrai qu'un 1,5 g/m² par 12 heures suffit. Et la chimiothérapie est plutôt classiquement administrée à J1, J3, J5, mais peut se faire à J1, J2, J3 sans excès de toxicité. Les cures de consolidation, on en fait 2 à 3. Plus rarement, on en fait 4. Et on peut plus ou moins associer un traitement additionnel, je vous en ai déjà parlé à l'induction, du gemtuzumab ozogamicine, du Mylotarg si le patient est CD33+, ou de la midostaurin s'il est FLT3 dupliqué ou TKD. Et puis, en fonction des caractéristiques de la leucémie aiguë myéloïde et du patient, on proposera une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques au cours du traitement de consolidation, parfois un entretien comme avec la midostaurin si elle est FLT3 dupliquée, et beaucoup plus rarement maintenant une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Je ne vais pas en parler parce que c'est vraiment quelque chose que l'on fait très peu. Donc, si on regarde la séquence de traitement de première ligne d'un sujet jeune, s'il est de pronostic favorable, commençons par le favorable, on lui fait une induction, plus ou moins un rattrapage, alors plutôt pas de rattrapage s'il est favorable, il se met en rémission, on lui fait une conso 1, ça dure environ 3 semaines, on attend 2 semaines, on lui fait une conso 2, environ 3 semaines, on attend 2 semaines, une conso 3, environ 3 semaines. Et puis après, on fait plus ou moins de la maintenance si on a de quoi faire de la maintenance, ou rien du tout à la fin. Donc, vous voyez que ça s'étale quand même sur de nombreuses semaines, hein, le traitement d'une leucémie aiguë myéloïde. Si on ne fait pas d'allogreffe, il y en a pour au minimum 24 semaines pour le traiter. C'est, je crois, important de prévenir les patients de la longueur du traitement, ainsi que de les prévenir des différentes séquences. Ils ne vont pas tout retenir du premier coup, mais on peut leur montrer un peu un schéma pour leur expliquer et puis leur expliquer un peu comment ça va se passer. Si notre patient a un pronostic défavorable sur ses facteurs préthérapeutiques ou intermédiaire sur ses facteurs préthérapeutiques et qu'on peut lui trouver un donneur, eh bien, on lui proposera une allogreffe qui sera sa meilleure chance probablement de ne pas rechuter. On me pose une question qui est l'entretien actuellement, c'est uniquement pour les FLT3 sous midostaurin. Alors oui, hors cadre d'essai clinique, pour le moment, le seul traitement d'entretien qui a une autorisation de mise sur le marché, c'est la midostaurin chez les patients FLT3 dupliqués qu'on a traité initialement par midostaurin. Normalement, on ne donne pas de la midostaurin aux gens qu'on n'a pas traités par midostaurin au départ, puisque c'est comme ça que ça a montré une efficacité. Il y a d'autres études qui montrent une efficacité d'agents hypométhylants post-allogreffe, mais pour l'instant, il n'y a pas d'AMM, même si on en aura peut-être une bientôt. Et puis après ça, en post-allogreffe, il y a eu d'autres essais thérapeutiques sur les FLT3 dupliqués avec d'autres molécules anti-FLT3 en traitement d'entretien. Mais effectivement, pour le moment, la seule AMM, c'est la mido. Alors, parlons un peu d'allogreffe. Pareil, je pense qu'il y a un cours sur l'allogreffe, donc je ne vais pas m'étendre très longtemps, mais c'est quand même un traitement de première ligne de la leucémie aiguë myéloïde qui est majeur. C'est une intensification du traitement qui vise évidemment à éviter les rechutes. On va remplacer le système immunitaire défaillant de notre patient par le système immunitaire d'un donneur sain, avec des sources de cellules souches hématopoïétiques qui peuvent être diverses. Donc, on peut prendre la moelle osseuse du donneur par ponction au niveau du bassin. C'est l'équivalent de faire, je ne sais pas, 50 à 100 myélogrammes pour récupérer de la moelle. C'est vrai que ce n'est pas ce qui est privilégié actuellement, puisqu'on peut aussi récupérer des cellules souches périphériques du donneur par cytaphérèse après stimulation par GCSF. C'est quand même beaucoup plus fréquent. Donc, c'est le donneur qui choisit. On lui propose de le faire en cellules souches périphériques, mais ça nécessite quand même de prendre du GCSF. Donc, s'il refuse, il sera prélevé en moelle osseuse. S'il est d'accord, qui nécessite lui, elle, une anesthésie générale. Et puis, quand les donneurs sont mineurs, parce qu'il peut y avoir des donneurs mineurs, par exemple un frère ou une sœur d'un patient peut être un donneur mineur, c'est possible s'il y a autorisation parentale et du mineur, évidemment. Et là, par principe de précaution, on ne donne pas de GCSF, et donc ce sera des ponctions de moelle osseuse.
L'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, elle va être précédée d'un traitement de chimiothérapie qu'on appelle le conditionnement. Donc là, j'en ai détaillé 2, mais il y en a plus que ça. Si le patient a moins de 50 ans, on va faire un conditionnement myélo-ablatif. Alors, dans le langage, on appelle ça un MAC, un myélo-ablative conditioning. C'est du busulfan avec de l'endoxan ou bien de l'irradiation corporelle totale de la TBI 10-12 Gray avec de l'endoxan. Ça n'est pas supportable au-delà de 50 ans, hein, c'est assez toxique. Et si le patient il a plus de 50 ans ou alors moins de 50 ans mais des comorbidités, on va plutôt proposer un conditionnement non myélo-ablatif, un RIC. Là, il y a plusieurs combinaisons qui sont possibles de chimiothérapie avec une irradiation corporelle totale qui est possible aussi, mais cette fois-ci à degrés. Ça va être plus immunosuppresseur donc, que aplasiant, que myélo-ablatif finalement. Et puis après, je ne l'ai pas mis là, mais j'aurais dû le rajouter. Pour les leucémies aiguës myéloïdes de pronostic défavorable, on va pouvoir faire des conditionnements qu'on appelle séquentiels, qui vont avoir une part de chimiothérapie vraiment à but anti-leucémique, associée ensuite à de la chimiothérapie à but de greffe. Donc, c'est des schémas qui sont lourds et qui sont faits chez les patients dont le risque est défavorable pour essayer qu'ils ne rechutent pas en post-allogreffe, pour essayer d'obtenir vraiment un très bon contrôle leucémique avant de les greffer. Le donneur, qu'est-ce que ça peut être le donneur? Ça peut être un frère ou une sœur compatible, donc un donneur dit géno-identique. Ça peut être un donneur dit phéno-identique. Donc, un donneur phéno-identique, c'est un volontaire sain qui est compatible 9 sur 10, comme on dit, ou 10 sur 10. Donc, ça, ce sont les items du typage HLA que l'on regarde. On ne va pas en phéno-identique en dessous de 9 sur 10. On peut avoir un donneur qui est haplo-identique. Donc là, c'est un membre de la famille qui est moitié compatible avec le patient, avec le receveur. Donc un père, une mère, un enfant, un frère ou une sœur. Et puis, on peut avoir aussi du sang de cordon, qui sont des cellules souches qui sont récupérées dans les cordons ombilicaux du nouveau-né, qui n'ont pas un typage HLA complètement mature. Donc, on n'a pas besoin d'avoir du 10 sur 10 ou du 9 sur 10. L'écueil du cordon, c'est que souvent, il y a peu de cellules souches et que pour greffer un adulte, il faut quand même un certain nombre de cellules souches par kilo de poids. Par exemple, dans les autos, on dit qu'il faut 3 10 puissance 6 cellules souches par 3 10 puissance 6 par kilo, cellules souches pour un patient. C'est aussi vrai pour les allogreffes. Donc, on ne peut pas mettre un tout petit nombre de cellules, sinon, en fait, le patient ne sort pas d'aplasie, ou alors c'est sa moelle à lui qui ressort si on a fait un conditionnement non myélo-ablatif. Mais c'est vrai que maintenant, avec le développement de la greffe haplo-identique, on arrive quand même à trouver des donneurs pour beaucoup de patients. L'effet thérapeutique de la greffe de cellules souches, elle est liée à 2 choses. Elle est liée à l'effet anti-leucémique du conditionnement si on fait un conditionnement myélo-ablatif ou si on fait un conditionnement séquentiel. Et elle est liée aussi à l'effet allogénique, à l'effet GVL, graft versus leukémia, de la greffe. Pourquoi est-ce qu'on ne propose pas à tout le monde et pourquoi est-ce qu'on essaye de restreindre aux patients qui ont un risque de rechute plus élevé? C'est parce que la greffe, c'est une procédure qui est quand même assortie d'une mortalité clairement non négligeable avec 2 problèmes majeurs. L'immunosuppression et le risque infectieux qui en découle, puisque même si on n'est pas dans le cadre d'une greffe de moelle et qu'il va y avoir une tolérance qui va s'installer entre le greffon et son hôte, ce qui n'est pas le cas pour une greffe de rein, les patients restent sous immunosuppresseurs toute leur vie. Là, il y a quand même 3, 6, 12 mois d'immunosuppression, donc un risque infectieux qui est important, ainsi qu'un risque de cancer secondaire qui augmente. Donc, ce n'est pas rien. Et puis, il y a effectivement aussi la réaction du greffon contre l'autre, donc cette fois l'effet GVH, graft versus host disease, GVHT, qui va toucher la peau, le tube digestif, le foie. Il y a plusieurs grades dans la GVH. Si on prend la GVH cutanée, ça va d'une simple rougeur palmoplantaire qui va passer avec un petit peu de dermocorticoïde à un décollement cutané extensif, résistant aux immunosuppresseurs, qui peut conduire à la mort du patient. Donc, quand on regarde des séries de greffes, c'est vrai que
la mortalité reliée à la greffe ou la mortalité reliée à la procédure, on appelle ça de la TRM, la transplantation related mortality, elle peut être quand même de 10, 20, 30%. Donc, c'est pas rien, c'est pas négligeable. C'est pour ça qu'on ne propose pas forcément l'allogreffe à tout le monde. Évidemment, moins le donneur est compatible, plus l'immunosuppression est importante, augmentant de ce fait le risque d'infection et le risque aussi de GVH, moins c'est compatible. Donc voilà pour notre patient jeune et fringant. On l'a donc traité à la chimiothérapie intensive et puis ensuite on l'a allogreffé. Mais qu'en est-il d'un sujet plus âgé à qui on ne pourrait peut-être pas proposer la même chose? Alors qu'est-ce qu'un sujet âgé? Donc on devient vite vieux dans la leucémie aiguë myéloïde parce qu'à 60 ans on est déjà considéré comme un peu vieux. Donc on dit 60 à 80 ans, mais âgé c'est jusqu'à au-delà de 80 ans. La question qui va se poser, c'est celle du fitness. Est-ce que notre patient de 60 à 80 ans est fit pour une chimiothérapie intensive? Donc, on va regarder quels sont les éléments de pronostic péjoratif, ceux qui pourraient nous faire dire non, il ne faut pas faire de la chimiothérapie intensive. Donc, c'est vrai qu'au-delà de 80 ans, on va vraiment bien réfléchir à l'indication, puisqu'il y a une toxicité de la chimiothérapie intensive qui est indéniable. Et il faut toujours se poser la question, puisqu'on va beaucoup immunosupprimer notre patient, le mettre dans un état de neutropénie profonde. Est-ce que mon patient, si jamais il est en choc septique, eh bien, est-ce qu'il va s'en sortir? Donc ça, c'est une question qui peut vous aider à réfléchir au fitness de votre patient. Est-ce que s'il lui arrive quelque chose de grave, je vais le mettre en réa? Est-ce que ce patient se sortirait d'une complication très grave? À 80 ans, effectivement, il s'en sort moins qu'à 60. S'il a un OMS supérieur à 2 déjà avant la leucémie, évidemment, un traitement intensif ne semble pas très pertinent. Les comorbidités lourdes, je sais pas, par exemple un Alzheimer très prononcé ou bien une maladie de Parkinson assez avancée, peuvent vous faire hésiter sur un traitement intensif. Et puis ensuite, le fait d'avoir une leucémie aiguë secondaire et les cytogénétiques et génétiques défavorables parce que peut-être que d'autres traitements pour ces patients-là âgés qu'on n'allogreffera pas forcément à la fin seraient préférables. Donc avec ces éléments-là, on va réfléchir à ce qu'il est fit ou unfit. Si mon patient est âgé mais fit, je peux lui proposer une chimiothérapie de type 3+7 qui va rester un traitement très efficace de la leucémie à cet âge-là, avec un schéma idem au sujet jeune, avec pas trop de Mylotarg, je vous l'ai dit, s'il a plus de 70 ans, mais pourquoi pas de la midostaurin s'il est FLT3 dupliqué ou TKD. Si jamais il a une leucémie aiguë thérapie related ou une LM avec des anomalies associées aux myélodysplasies, ce qu'on appelle les LM MRC, on peut lui proposer du Vyxeos, notamment s'il est tellement fit qu'on veut l'allogreffer. En traitement de consolidation, pareil, sur un sujet plus âgé mais fit, ce n'est pas très standardisé, mais ça va ressembler quasiment au traitement des jeunes, de la racitine, de la citarabine en bolus à dose intermédiaire. On ne fera pas de 3 grammes mètre carré à un patient plus que 60 ans. Par contre, 1,5 g par mètre carré par 12 heures, voire 1 g par mètre carré par 12 heures chez un patient qui dépasse 70 ans, sans aucun problème. Chez les FIT, ça passe tout à fait sur un schéma classique de chirurgie 3J5. Le taux de rémission complète du sujet de plus de 60 ans, il est moins bon que celui du sujet de moins de 60 ans. Tout venant, on va plutôt avoir des taux de rémission complète aux alentours de 60%, alors qu'on est quand même plus près de 70-80 pour les sujets jeunes. Et il n'y a pas d'interdiction d'allogreffer des sujets âgés, bien au contraire, si leur pronostic est intermédiaire ou défavorable et qu'ils n'ont pas de comorbidité particulière, c'est vraiment à discuter jusqu'à 70 ans, parfois, on peut proposer des allogreffes chez les patients. Il n'y aura pas de conditionnement myélo-ablatif, parce que pour le coup, il est trop toxique, mais avec un conditionnement non myélo-ablatif, c'est possible. Chez un patient de moins de 60 ans, c'est vrai que la discussion ne se fait pas au cas par cas. Hein. Généralement, on va proposer cet allogreffe s'il est intermédiaire ou défavorable. Chez un patient un peu plus âgé, la discussion va vraiment mettre en perspective quel bénéfice il va en retirer par rapport au risque qu'on lui fait courir, puisqu'avec l'âge qui augmente, les risques de la greffe sont plus importants également. Et s'il n'est pas fit et qu'on ne veut pas lui faire de la chimiothérapie intensive, qu'on le considère donc unfit, il faut voir pourquoi
est-ce qu'on considère unfit? Est-ce que ce sont des critères qui sont liés au patient? Il a 90 ans et il est Alzheimer, il vit en institution et il ne se lève plus de son lit depuis 3 ans. Bon, je pense qu'on peut raisonnablement aussi ne pas induire de la toxicité et proposer un traitement palliatif qui comporte des soins de support, des transfusions, des anti-infectieux et de la cytoréduction par hydroxyurée si jamais les globules blancs s'élèvent trop. L'hydroxyurée permet de ne pas avoir les désagréments de la leucostase et aussi d'éviter la CIVD. Donc là, pour le coup, c'est plutôt donné à petite dose. Mais il peut être également unfit sur certains critères liés à sa maladie. Il a une mauvaise cytogénétique, il a un karyotype monosomique, il a une mutation de la P53, il a une ALA secondaire. Du coup, le traitement intensif va être peu ou moins efficace. On ne va pas vouloir l'allogreffer parce qu'il n'est pas allogreffable. Du coup, la question se pose vraiment de savoir si la thérapie intensive est la meilleure, parce que certes, peut-être qu'on va le mettre en rémission, mais au prix d'une certaine toxicité, alors qu'on ne va pas le garder en rémission très longtemps. Et là, il faut réfléchir à d'autres stratégies thérapeutiques. Donc, jusqu'à récemment, il n'y avait pas de standard. On mettait des agents hypométhylants comme le Vidaza, parfois de la citarabine, de l'aracitine à faible dose en sous-cutané, ou alors on proposait un essai clinique quand on avait un. Mais depuis 2020, il y a un nouveau standard qui est sorti, dont je vais vous parler tout de suite, qui est l'association d'un inhibiteur de BCL2, le Venetoclax, avec les agents hypométhylants, notamment le Vidaza ou avec l'aracitine à faible dose, qui ont montré chez des patients non éligibles à la chimiothérapie intensive de très bons résultats. Donc c'est cet essai-là qui s'appelait VIAL-A, Vidaza Venetoclax, qui était un essai de phase 3 randomisé en double aveugle, qui associait donc soit l'ASA plus placebo versus l'ASA plus Venetoclax chez des patients avec une leucémie aiguë myéloïde, non éligibles à la chimiothérapie intensive du fait de comorbidité, ou alors supérieurs à 75 ans, pour lequel l'investigateur trouvait que la chimiothérapie intensive n'était pas raisonnable. Et on voit sur cette belle courbe de survie ici que ASA Venetoclax fait quand même beaucoup mieux que ASA placebo. Cela est vrai aussi évidemment sur le taux de rémission complète. Si on regarde ici, le taux de rémission complète plus rémission complète sans récupération totale des globules est de 66% pour cette association ASA-VEN, ce qui n'est pas du tout ce que l'on observait avec l'ASA seul, avec des taux de rémission complète qui sont à 30%. Donc, on plus que double le taux de rémission complète chez ces patients. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Et on voit dans les analyses en sous-groupe que, avec assez peu de doutes, les NPM1 répondent mieux à 66%, mais ça marche aussi très bien chez les ISDH et chez les FLT3, et surtout beaucoup mieux, alors c'est des analyses en sous-groupe, mais quand même beaucoup mieux que l'ASA seul. Donc, chez un patient qui ne pourrait pas supporter de la chimiothérapie intensive, mais qui n'a pas non plus des comorbidités majeures et à qui on n'a pas envie de proposer un traitement de soins palliatifs seul, eh bien, Vidaza Venetoclax, c'est vraiment notre nouveau standard de traitement. Il y a maintenant une ATU de cohorte, si je ne dis pas de bêtises, qui s'ouvre pour pouvoir utiliser le Venetoclax dans cette indication. Donc, je pense que ceux qui font de la leucémie aiguë myéloïde l'utilisent déjà largement dans leur service. Exactement, en parallèle de cet essai VIAL-A, il y a un essai VIAL-C qui a été fait. Lui, il associe le Venetoclax à l'aracitine low dose. Donc, l'aracitine low dose, le LDAC, c'est de l'aracitine donnée par voie sous-cutanée, classiquement sur des schémas qui peuvent être 20 mg en sous-cutané 2 fois par jour pendant 14 jours, ou qui s'adaptent. On peut le donner pendant 21 jours, 14, on peut donner 10 ou 20 mg. Il y a plein de schémas d'aracitine low dose. Et là, il était donc randomisé dans un essai de phase 3 contre le placebo. Donc, l'odosaracé placebo versus l'odosaracé Veneto. Donc, évidemment, on voit ici que le taux de réponse est bien meilleur quand on associe le Veneto par rapport à l'odosaracé seul qui donne peu de rémission complète, mais ça, on le sait depuis longtemps. L'odosaracé, ça donne effectivement entre 10 et 15% de rémission complète, avec une survie globale qui est meilleure chez les patients qui ont reçu du Venetoclax. Mais même si ce n'est pas comparatif stricto sensu ce que je vous raconte là, on a quand même l'impression que Vidaza Venetoclax, avec son taux de RC à 66%, c'est mieux que l'odosaracé Venetoclax. Cela dit, ça reste une option valable de faire du l'odosaracé. Alors, je crois qu'il y avait une question.
Les anti-IDH1 et 2 n'ont aucune place dans les inductions des sujets FIT et dans la prise en charge des sujets unfit. Je pense n'avoir pas très bien compris leur place dans l'arsenal thérapeutique. Très bien. Alors, en fait, les anti-IDH, ils n'ont pas de place en première ligne dans les inductions du sujet FIT parce qu'on n'a pas le droit de les utiliser. Donc, il y a un essai clinique qui est actuellement en cours et qui randomise anti-IDH 3+7 versus 3+7. Mais hors cet essai clinique qui est effectivement ouvert en France, on ne peut pas utiliser les anti-IDH chez les patients FIT en première ligne. Et pour le coup, on n'aurait pas envie de les utiliser à la place d'un 3+7. Dans la prise en charge des sujets unfit, on n'a toujours pas le droit de les utiliser en première ligne, en monothérapie. Il y a un essai en cours en France qui randomise Vidaza plus anti-IDH1 versus Vidaza seul chez les patients qui ont une leucémie aiguë myéloïde, IDH1 muté en première ligne et unfit à la chimiothérapie intensive. Mais hors ces deux essais cliniques dont je viens de parler, ce n'est pas possible d'utiliser les anti-IDH en première ligne. En revanche, en seconde ligne et en monothérapie, on peut les utiliser chez les patients qui sont non éligibles à une chimiothérapie intensive. Et puis ensuite, chez ceux qui sont en troisième ligne, on peut les utiliser plus largement. Si on ne peut pas faire Vidaza venetoclax chez notre patient jugé unfit, que peut-on faire d'autre? On peut faire Vidaza seul. L'indication actuellement, le remboursement ne se fait que pour les leucémies aiguës myéloïdes qui ont moins de 30% de blast. Ça peut se faire. C'est vrai que ça a perdu de son intérêt quand maintenant on voit les résultats de Vidaza venetoclax, mais Vidaza venetoclax, c'est plus toxique quand même que Vidaza seul, c'est plus neutropéniant, c'est plus thrombopéniant. Donc Vidaza seul reste une option pour une leucémie qui n'est pas trop infiltrée. Il ne faut pas être trop pressé quand on veut juger Vidaza seul. Quand on veut juger Vidaza venetoclax, normalement, en 1 ou 2 cycles, on a notre réponse. Le patient, il doit répondre au premier cycle, au pire au deuxième. Quand on a un patient qui est sous Vidaza seul, il faut au moins 3 cycles pour juger son efficacité. Donc, il ne faut pas lâcher trop vite. Bien sûr, s'il est trop toxique ou s'il n'est pas efficace, il faut l'arrêter. Et puis, même si le patient n'est qu'en réponse partielle, pour juger de la vraie efficacité du Vidaza, il faut quand même pousser jusqu'à 6 cycles. Et ensuite, on continuera si l'efficacité semble suffisante. Ça améliore quand même la survie par rapport au traitement de soins de support seul. Les toxicités principales sont des cytopénies et des réactions au point d'injection qui peuvent être prises en charge par dermocorticoïdes, voire par corticoïdes oraux si les réactions sont trop importantes. En monothérapie, ça se donne à 75 mg par mètre carré en sous-cutané 7 jours tous les 28 jours. D'ailleurs, c'est pareil en association au venetoclax. Et ça se poursuit jusqu'à échappement ou intolérance. La racitine à faible dose toute seule, elle peut également être donnée sur de nombreux schémas d'administration, comme je vous disais, 20 mg en sous-cutané 2 fois par jour pendant 10 jours tous les 28 jours. C'est un peu un classique. Alors, on peut faire 14 jours, on peut faire 21 jours, on peut faire un peu ce qu'on veut. Le taux de rémission complète, c'est un peu décevant, hein, c'est 10-15%. Et puis, la toxicité principale, c'est des cytopénies. Et on peut associer ces deux traitements à l'hydroxyurée dans le but de contenir un peu les blasts si la LAM est proliférative au départ. C'est vrai que ces deux traitements, depuis que les associations avec les venetoclax ont montré leur efficacité, ils sont beaucoup moins pertinents. L'association venetoclax Vidaza, elle est aussi adaptable à la toxicité. Sur un premier cycle, le venetoclax, on va vouloir quand même le garder. Hein. Ça se donne à dose croissante pour atteindre la dose de 400 mg par jour, qui va lui être censé être donné en continu. Mais si on a obtenu une bonne réponse, et on met donc 66% des patients, on va dire, en rémission complète, eh bien, on peut diminuer la dose de venetoclax pour diminuer la toxicité hématologique de ce traitement. Et ça reste quand même très efficace. J'en viens à quelques considérations sur le traitement de support dans la leucémie aiguë myéloïde. C'est vrai que jusqu'à ce qu'on ait de nouvelles molécules, finalement, les gens qu'on traitait mouraient moins qu'il y a 10 ou 20 ans, alors qu'on utilisait exactement le même traitement, c'est-à-dire le 3+7. Pourquoi est-ce qu'ils mouraient moins? En partie parce qu'on savait beaucoup mieux utiliser les traitements de support.
L'aplasie fébrile, c'est évidemment une considération très importante dans le traitement de la leucémie. C'est 100% de patients qui vont faire une aplasie fébrile après une induction classique. Ils s'infectent notamment au niveau de la peau, des urines, du poumon, au niveau de leur cathé central. Il faut mettre une antibiothérapie large spectre qui couvre les BGN et les streptocoques de façon systématique. Les antibiothérapies large spectre sont un petit peu dépendantes du centre. Tout le monde fait de l'antibiothérapie large spectre, mais n'utilise pas forcément la même molécule. Très classiquement, on utilise du céfépime ou de la tazocilline. C'est pas mal quand il est très fébrile de majorer un petit peu son hydratation à ce moment-là, parce qu'ils ont tendance à se déshydrater vite et à abîmer leurs reins avec tout ce qu'on leur donne. Évidemment, on adapte l'antibiothérapie à une éventuelle documentation. Cela dit, je connais peu d'hématologues qui vont réduire leur tazocilline ou leur céfépime, l'amoxicilline, même s'il y a une documentation. Donc souvent, on garde quand même une antibiothérapie qui est large spectre parce que même si on sait ce qu'on traite, on ne sait pas ce qu'on va faire émerger. Donc on préfère garder quand même un peu large. Classiquement, cette antibiothérapie, elle est gardée jusqu'à sortie d'aplasie, même s'il y a quelques études qui montrent que s'il n'y a pas de documentation et que le patient devient apyrétique, on pourrait l'arrêter sans trop de risque au bout de 7 jours, mais ça, c'est plutôt à discuter. Classiquement, on va la garder jusqu'à la sortie d'aplasie. La place des aminosides, c'est celle de la mauvaise tolérance hémodynamique, associée évidemment à un remplissage. Quand on n'a pas de documentation, il faut plutôt tabler sur l'amicacine. Bien sûr, rechercher un foyer profond si on n'a pas de documentation avec un scanner thoraco-abdominopelvien plutôt injecté si le patient n'a pas d'insuffisance rénale. Ça permet quand même de mettre en évidence parfois des pneumonies et notamment des pneumonies fongiques alors qu'on n'avait pas tellement de signes cliniques. Vous savez que les patients d'hématologie en neutropénie font peu de signes cliniques puisqu'il n'y a pas de poly pour faire du PUF. Et puis, il faut très vite, il faut aller rapidement sur des antifongiques à large spectre si notre patient est neutropénique depuis plus de 7 jours. Si le patient, ça aussi, c'est des centres, c'est un peu centre dépendant. L'antifongique large spectre, nous, dans notre service, on utilise la caspofongine, mais on pourrait très bien mettre de l'ambisome, qui est aussi un antibiotique large spectre, et réadapter si jamais on trouve vraiment un champignon. Un mot sur l'aspergillose pulmonaire invasive, qui est une infection fongique fréquente assez fréquente quand même chez le patient en neutropénie prolongée. Plus l'aplasie est longue, plus le risque d'aspergillose pulmonaire invasive augmente. Ça se prévient de deux manières, avec une chambre avec un système de filtration de l'air, donc soit une chambre à flux, soit un plasmère, en tout cas quelque chose qui va filtrer les fines particules dans lesquelles se trouve l'aspergillose. On peut donner un traitement préventif que je n'ai pas noté ici, mais qui est le posaconazole. Attention, posaconazole et thérapie ciblée ne font pas bon ménage puisqu'il y a des interactions médicamenteuses. Donc, on va éviter posaconazole et gilteritinib ensemble, par exemple, ou posaconazole et anti-IDH ensemble. Posaco et vénétoclax ne font pas très bon ménage non plus, mais par contre, on sait qu'il faut diminuer la dose de vénéto. Il faut dépister les aspergilloses pulmonaires invasives chez les patients neutropéniques pendant longtemps en faisant des antigénémies aspergillaires 2 fois par semaine. Si une est positive, il faut faire un contrôle. Si le contrôle est positif, il faut faire un scanner du thorax ou bien il faut le faire au moindre doute. Si le patient peut le supporter, on peut faire un LBA, mais sinon, c'est vrai que le scanner du thorax donne souvent quand même de bonnes indications. Vous voyez ici une lésion typique d'aspergillose pulmonaire invasive, qui est un nodule avec des contours flous. Habituellement, il y a plusieurs nodules. Donc là, il y en a juste un sur cette coupe scanner. Ici, un très joli aspergillus, voilà, bien embranché, très beau. L'aspergillose, même si vous ne l'avez pas prouvé, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait de LBA, il faut la traiter. Et pour le coup, ça se traite plutôt avec un azolé, donc du voriconazole, en l'absence de contre-indication. Et ça se traite jusqu'à 6 mois. Enfin, au moins 6 mois plutôt. Les autres infections fongiques que l'on va retrouver sont des candidémies, qui sont parfois très graves, qui peuvent donner des chocs septiques et qui peuvent se disséminer à tout un tas d'organes comme le cerveau, l'œil, le poumon, la peau, ou la candidose hépatosplénique. Candidose hépatosplénique, on verra plutôt à la sortie d'aplasie quand les nodules seront inflammatoires.
Et une autre infection fongique très grave est la mucormycose, qui est une infection souvent respiratoire, mais qui va s'étendre aussi au sinus et en cérébral avec une destruction tissulaire. Le traitement antifongique fonctionne partiellement et c'est surtout la sortie d'aplasie et l'apparition de polynucléaires qui permettra de sortir le patient de cette mauvaise passe. Évidemment, les cytopénies peuvent être prises en charge par transfusion, en tout cas en ce qui concerne les culots globulaires et les plaquettes. Classiquement, on transfuse en culot les patients qui ont moins de 8 grammes d'hémoglobine, et sinon on fait fonction de la tolérance. C'est vrai que chez un patient plus jeune qui peut tolérer un petit peu moins de 8 grammes, c'est pas incroyable de ne pas le transfuser. Vous savez que chaque culot que vous apportez apporte une dose de fer, que ce fer s'accumule dans le foie et est responsable au final d'hémochromatose secondaire. Donc, il n'est pas rare, après un traitement de leucémie aiguë myéloïde, de donner un traitement pour faire baisser le fer chez nos patients pour qu'il ne leur arrive pas d'hémochromatose secondaire. Les autres complications à plus court terme sont plutôt la surcharge volémique, l'OAP et puis éventuellement la réaction transfusionnelle. Il faut transfuser vos patients en culot plaquettaire également. Donc, il n'y a pas de seuil réel. On transfuse entre 10 et 20 gigas par litre. On transfuse le patient s'il saigne sans trop regarder le seuil. Le patient qui est sous anticoagulant doit plutôt être transfusé si ses plaquettes sont inférieures à 50 gigas par litre si vous avez maintenu l'anticoagulant. S'il ne saigne pas de seuil, je viens de le dire. Il y a deux types de concentrés plaquettaires, soit le CPA qui est un concentré plaquettaire d'aphérèse, il provient d'un seul donneur, soit le MCP qui est un mélange de concentrés plaquettaires, il y a plusieurs donneurs. On donne plutôt des CPA pour limiter l'immunisation anti-HLA plaquettaire. Il y a un risque d'allergie au moment du passage, mais ça c'est le produit de conservation qui donne l'allergie. Et puis, bien sûr, on peut proposer des facteurs de croissance à nos patients. Rien n'est systématique. Ça permet d'aplaser peut-être l'aplasie de 24-48 heures. Il n'y a pas trop de risque de stimulation du clone leucémique. Ce n'est pas du tout certain qu'il y a un récepteur au GCSF sur le clone leucémique. Donc, ça peut se proposer et ça se propose très largement quand on fait de la chimiothérapie à un sujet âgé pour essayer d'écourter un peu l'aplasie. Un petit focus sur une entité à part, la leucémie aiguë promyélocitaire, la LAP, LAM3. Elle représente 10% des leucémies aiguës myéloïdes, va être très souvent, voire quasiment systématiquement compliquée de CIVD au diagnostic, CIVD qui va être aggravé par le traitement conventionnel. Elle est considérée comme hyperleucocytaire ou de haut risque, en tout cas, dès que ça dépasse 10 gigas par litre de cellules leucémiques, enfin, ou 10 gigas par litre de leuco. Et elle est de très bon pronostic depuis que l'ATRA existe. Au myélogramme, on va donc retrouver un excès de promyélocytes qui sont assez typiques par leur forme et leur structure, avec souvent des corps de Werr qui sont en fagot, comme vous voyez ici, plein de petits corps de Werr les uns sur les autres, qui font que on reconnaît assez bien une leucémie aiguë promyélocitaire. C'est une des urgences hématologiques. Il faut la traiter immédiatement. J'en reparlerai dans quelques instants. Il n'y en a pas beaucoup des urgences en hémato. Il y a la LAP et puis le Burkitt où il ne faut pas attendre et où même si on se trompe, il faut les traiter parce que c'est effectivement grave. La LAP, notamment par cette CIVD qui va apporter des complications initiales très graves. Il n'est pas rare de perdre un patient dans les premiers jours d'une LAP d'un saignement intracérébral ou autre qui conduit à son décès. La LAP, comme vous le savez, elle est secondaire à la translocation 15-17 qui met à côté le gène PML et RAR-alpha. RAR-alpha, c'est le récepteur à l'acide tout-trans rétinoïque. Ça produit une protéine chimérique PML-RAR-alpha qui est donc l'oncogène. La première révolution du traitement des LAP, c'est donc l'acide tout-trans rétinoïque qui va aller se fixer sur le récepteur à l'acide tout-trans rétinoïque et qui, à forte dose, va en fait entraîner la différenciation des blastes vers le polynucléaire. Et une fois qu'on aboutit à un polynucléaire, ce polynucléaire finit par mourir. Je ne sais pas si on voit bien sur ma photo, mais ici, ce sont des promyélocytes qui, sous traitement par ATRA, se transforment en polynucléaire. Et comment on le sait? Parce qu'on voit dans ce polynucléaire plein de petits corps de Werr. Il est issu de la différenciation des blastes de leucémie aiguë promyélocitaire.
l'étude ici Princeps qui montre, c'était l'APL 91 pour vous dire que c'est quand même pas tout récent, la chimiothérapie versus la chimiothérapie avec l'ATRA. Ah bah c'est sûr, avec l'ATRA, on fait quand même beaucoup, beaucoup mieux. Avant, c'était l'une des leucémies les plus graves avec le plus haut taux de mortalité pour les complications initiales et aussi parce qu'elle ne répondait pas spécialement bien au traitement. Maintenant, avec l'ATRA et maintenant l'arsenic, c'est celle que l'on guérit le mieux. Donc, la deuxième révolution, je viens de l'évoquer, c'est le trioxyde d'arsenic, qui est un agent également différenciant, qui va permettre de différencier ces blasts de LAP vers le polynucléaire neutrophile. Et il a été montré en 2012 que l'on peut traiter une leucémie aiguë, enfin des leucémies aiguës premier-leucitaires, qu'on considère non haut risque, c'est-à-dire celles qui sont inférieures à 10 gigas par litre en leucocytes initialement, par l'association ATRA-ATO sans chimiothérapie conventionnelle. C'est la courbe rouge qui est ici, comparée ici au traitement standard qui est de la chimiothérapie plus de l'ATRA, bien sûr. On était déjà en 2012, on mettait de l'ATRA aux gens. C'est un essai de non-infériorité, donc on ne peut pas dire que la courbe est au-dessus, mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que ça ne fait pas moins bien que la chimiothérapie conventionnelle, et par contre, c'est moins toxique. Je le disais, le traitement des LAP en pratique, c'est une urgence hématologique car il faut prendre en charge cette CIVD. L'ATRA est à démarrer dès que possible. Si vous avez un doute, si vous croyez que c'est une leucémie aiguë premier-leucitaire, mettez-lui de l'ATRA. Si ça n'en avait pas une, eh ben, il ne se passera pas grand-chose. Il aura peut-être un peu mal à la tête, mais ce n'est pas grave. Et si c'en est une, eh bien, vous lui sauvez la vie. Elles sont considérées donc de bas risque si les globules blancs sont inférieurs à 10 gigas par litre. On peut dans ce cas-là faire une induction par ATRA et trioxyde d'arsenic. Elles sont considérées de haut risque si les globules blancs sont supérieurs à 10 gigas par litre. Classiquement, on utilise alors l'ATRA et un peu de chimiothérapie. Et il y a actuellement des essais en cours pour voir si l'ATRA-ATO avec de la cytoréduction pourrait se faire chez les LAP de haut risque. Un effet secondaire à bien connaître de l'ATRA et finalement des traitements ciblés en général, c'est le syndrome de différenciation. Je vous l'ai dit, l'ATRA va faire maturer la cellule leucémique et la faire différencier. Et ce syndrome de différenciation va être assorti d'un relargage cytokinique par les blastes. Ça se voit aussi avec le trioxyde d'arsenic, ça se voit aussi avec les inhibiteurs d'IDH. Ça se traduit par des symptômes qui peuvent évoquer un choc septique comme la fièvre et l'hypotension, mais aussi par une prise de poids, des œdèmes, des épanchements. Ça peut être très grave et ça peut réactiver la CIVD. Donc, il faut bien traiter et vite traiter les suspicions et les syndromes de différenciation par de la dexaméthasone, éventuellement un arrêt temporaire de l'ATRA. Le taux de guérison des LAP est excellent, à plus de 90%. Quelques mots sur la leucémie aiguë myéloïde réfractaire ou en rechute. Malheureusement, ça n'est pas rare que le patient soit en échec. Donc ça, c'est une leucémie aiguë myéloïde réfractaire. Il n'est pas en RC après 2 cycles de chimiothérapie intensive. La définition de la rechute, c'est différent. Il était en rémission complète et les blastes réapparaissent. Toutes les rechutes ne sont pas équivalentes. Rechuter on thérapie, c'est moins bon que rechuter avec un délai important. Le risque de rechute se majore avec le groupe à risque. Les défavorables rechutent plus que les intermédiaires qui rechutent plus que les favorables. Après la fin du traitement, ces rechutes interviennent dans un délai qui est très variable, de quelques mois à plusieurs années. Les pics de rechute sont plutôt dans les 6 mois, l'année qui suit, dans les 2 ans qui suivent. Et puis, quand on passe les 2 ans, il y a de moins en moins de rechutes, mais elles sont toujours possibles. La non-obtention d'une rémission complète, donc une maladie réfractaire, ou alors une rechute alors que le patient est traité depuis moins de 6 mois, ce sont des critères qui sont très péjoratifs. À la rechute, il faut refaire les analyses cytogénétiques et moléculaires, parce que la leucémie aiguë myéloïde, c'est une maladie qui est oligoclonale et on peut faire émerger avec un premier traitement un autre clone de leucémie aiguë myéloïde. Et pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce qu'éventuellement, on peut faire émerger un clone qui aurait une thérapie ciblée, par exemple. Donc, soit c'est de l'évolution clonale. L'évolution clonale, c'est plus quand il y a une rechute un peu à distance, où là, on va pouvoir avoir une évolution clonale sur un karyotype, par exemple, qui était normal, qui devient complexe. Et puis sinon, il y a l'émergence du clone minoritaire, comme je viens de dire. Le traitement de seconde ligne des leucémies aiguës myéloïdes n'est absolument pas standardisé.
On peut refaire de la chimiothérapie intensive en utilisant d'autres produits. On peut dire si l'on veut, si c'est une rechute un peu tardive, qu'il était un peu sensible, et réutiliser des anthracyclines et de la citarabine, ou alors utiliser du Mylotarg en rechute, ou alors utiliser d'autres schémas de chimiothérapie intensive. On le fait notamment chez les patients de moins de 60 ans et notamment chez les patients qu'on voudrait allogreffer. On peut utiliser les agents hypométhylants comme le Vidaza lorsque l'on veut traiter une leucémie en rechute, mais surtout si elle est possiblastique, hein, sinon ça ne marche pas très bien. On peut utiliser en deuxième ligne chez un patient, même que l'on veut allogreffer, du gilteritinib s'il est FLT3 dupliqué. On peut utiliser l'association Vidaza-Venetoclax, là où elle a montré sa réelle efficacité, c'est en première ligne, mais cela marche également en rechute, mais moins bien. Et puis, si notre patient n'est plus éligible à aucun traitement parce qu'il était déjà âgé à sa première ligne, eh bien, on peut considérer les soins de support seuls. Si on obtient une deuxième rémission et que notre patient est fit, il va falloir, par tous les moyens, j'allais dire, l'allographie, puisque c'est ça qui permettra de conserver cette deuxième rémission complète si on a réussi à l'obtenir. Voilà, bah écoutez, visiblement, c'est tout ce que j'avais à dire sur la leucémie aiguë myéloïde. N'hésitez pas à me poser des questions, si vous en avez. Il fait presque nuit maintenant. Bah, merci, tant mieux si c'était clair. J'espère que vous savez tous traiter une leucémie maintenant. Si des questions vous viennent après, il n'y a pas de souci, vous pouvez les faire remonter probablement à Loïc ou à qui vous voulez et me les transmettre, hein. J'y répondrai avec plaisir, même si elles n'arrivent pas ce soir. Si quelque chose n'est pas clair ou s'il y a des sujets ou des points que je n'ai pas évoqués.